il m'a pas envoyé de message le matin, je vais être en crise. Il répond dans, je sais pas moi, 1 heure. Pour moi, c'est super long. Parce que je pense que la dépendance affective, c'est ça aussi. Il y a certains psychologues qui disent que c'est l'addiction à l'amour. Ah, c'est exactement ça. Quand tu es dépendant affectif, tu es addict en fait à toutes les formes d'amour. Et carrément après, genre, je me suis forcée à le dire à tout mon entourage, etc. Pour limite me forcer à ne pas rentrer dedans. Je faisais exprès de le provoquer. Tout à fait. Et je provoquais tu crées une réaction. Voilà, peu importe si la réaction est positive ou négative. Hello! On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Entre nous, le podcast où j'invite ma communauté à discuter de plein de sujets différents. Et aujourd'hui, on va aborder le thème de la dépendance affective. Est-ce que c'est le nouveau fléau de notre génération? C'est vrai qu'on le retrouve beaucoup sur TikTok ou même moi quand je fais des témoignages. Mais combien de fois ça revient que c'est parce que la personne souffre de dépendance affective et c'est pour ça qu'elle a accepté certaines choses. Donc, en tout cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à soutenir le podcast. C'est ça qui pourra permettre de faire une saison 2. Et n'oubliez pas que vous pouvez le retrouver à la fois sur YouTube, mais aussi sur les plateformes de streaming audio, à savoir Deezer, Spotify, Apple Podcast. Alors, pour cet épisode, j'ai invité 3 personnes d'exception. Voilà, comme d'habitude, vous connaissez. Elles sont déjà à l'aise, elles ont déjà pas mal discuté entre elles et tout, donc c'est trop cool. Soraya, je te laisse te présenter. Salut, donc je m'appelle Soraya, j'ai 27 ans. En ce moment, je suis au chômage, donc je cherche donc vraiment quelque chose le plus rapidement possible. Ce serait pas mal, donc si vous avez des trucs, envoyez-moi. Et puis, qu'est-ce que j'aime? J'adore la danse, j'adore tout ce qui est créatif en fait. Donc, les montages vidéo, les audios. Là, en ce moment, je suis à fond dans les trucs un peu podcast, etc. Oui, j'ai vu que tu avais écrit aussi le tien. Oui, c'est ça. Voilà. Donc c'est vraiment un truc de ouf. Ça me permet en plus de faire quelque chose en attendant de trouver quelque chose à temps plein. Et puis voyager comme tout le monde, papoter, surtout blablater. Soraya qu'on avait vu dans le Dr Love. C'est ça. Salut. Pauline, je te laisse te présenter aussi. Alors moi c'est Pauline, j'ai 25 ans, je suis traductrice de formation et là actuellement je suis maman à temps plein 36 heures sur 24. Mes passions, franchement pour être honnête je sais plus parce que ma vie de mère prend toute place, mais sinon j'aime bien jouer aux jeux vidéo. J'aimais fut un temps le sport, faut que je m'y remette. Papoter aussi, discuter, débattre, etc. Voilà. Et toi Nathanaël? Bonjour, moi c'est Nathanaël, j'ai 27 ans et je suis assistante commerciale. Mes passions, alors j'aime tout ce qui est développement personnel, les neurosciences, la spiritualité, enfin tout ce qui a un peu attrait au bien-être et aussi un peu de sport, mais pas trop non plus. Et voilà, sortir avec mes amis, profiter de mes proches et voyager. Et je suis ravie d'être ici aujourd'hui avec Leslie, Soraya, Pauline et merci de nous regarder. Ça fait trop plaisir et si jamais vous ne me connaissez pas, je suis Leslie Lawson, j'ai 25 ans, je suis créatrice de contenu sur les réseaux, je fais pas mal de vlogs, de talks, tout ça et là je suis trop contente d'être la host de ce podcast. Et si je te disais que tu pouvais retirer les pubs YouTube pour seulement 1,50 € par mois? C'est possible grâce à CyberGhost VPN. Là, en ce moment, tous les services de streaming sont en train d'augmenter leur prix. Pour pouvoir éviter ça, le mieux c'est de passer par un VPN. Vraiment, utiliser un VPN, c'est super simple. Ça permet d'avoir une navigation internet sûre pour éviter de se faire pirater et éviter les sites malveillants. En gros, CyberGhost VPN permet de masquer votre adresse IP et surtout de chiffrer vos données et de rediriger l'intégralité de votre trafic internet par un tunnel sécurisé. Maintenant, comment payer les services de streaming moins chers? C'est super simple avec le VPN. Vous pouvez très simplement avoir une adresse IP étrangère. Vous pouvez en choisir une n'importe où dans le monde. Ce qui peut vous permettre de payer vos billets d'avion moins chers, vos hôtels moins chers. Par exemple, vous pouvez prendre le YouTube Premium en Argentine qui lui est seulement à 1,50 € contre presque 17 € en France. Donc voilà, CyberGhost VPN, c'est vraiment le leader mondial en termes de sécurité et de confidentialité. Ils ont plus de 38 millions d'utilisateurs. La plateforme, elle est super simple d'utilisation. Ils ont une excellente note aussi sur
sur Trustpilot et vous pouvez y avoir accès pour seulement 2 € par mois. Bref, en vous rendant dans le lien dans la description, vous bénéficierez de 4 mois offerts sur l'offre de 2 ans. Ce qui vous offrira encore plus de contenu et de sécurité sur internet tout en soutenant mon travail. Sachez que vous pouvez utiliser CyberGhost VPN sur 7 appareils différents avec un seul compte. Ce qui peut vous permettre de le partager avec votre famille, mais aussi de le mettre sur tout ce qui est ordinateur, tablette, téléphone, PlayStation, ainsi que vos Smart TV. Et d'ailleurs, c'est autant valable pour Windows que pour Mac. Et sachez que si vous voulez juste tester, voir si vous allez vraiment vous en servir ou pas, vous avez 45 jours satisfaits ou remboursés. Donc vraiment, vous prenez aucun risque. Merci à CyberGhost VPN pour la collaboration et retour à la vidéo. Alors, dans cette première partie d'émission, on va faire un petit jeu avant que chacune nous explique un petit peu son histoire avec la dépendance affective. Donc, je vais vous demander à toutes de mettre vos doigts comme ça. Je vais dire 9 affirmations et vous allez me dire si vous vous sentez... Si vous vous sentez concerné ou si vous êtes déjà senti concerné. Donc, plus communément appelé sur Instagram ou TikTok le baisse un doigt si. Ok. Alors, baisse un doigt si tu as du mal à prendre des décisions sans conseil ou la validation de quelqu'un. Tu peux baisser à moitié. Ouais, à moitié. Ça dépend sur quoi. Si vous vous sentez quand même concerné, baissez-le. Ok. Voilà. Ok, Pour qu'on on va. comprenne un petit peu là où est-ce qu'on va aller avec ce sujet-là. Si tu as tendance à enchaîner les relations officielles ou non officielles ou un besoin continuel de recevoir de l'affection de quelqu'un. Oui, clairement. La première partie. Baisse un doigt si tu comptes sur ton entourage pour assumer les responsabilités dans les domaines importants de ta vie, la gestion des revenus, administratifs, santé, organisation, etc. Non. Baisse un doigt si tu crains et évites tout désaccord avec ton interlocuteur car tu as peur des conflits, d'être rejeté, d'être exclu. Bah si, À quand moitié. même. Ça dépend, le mood. Baisse un doigt si tu as du mal à démarrer des projets ou à faire des choses par toi-même. Baisse un doigt si tu es anxieux ou gêné à l'idée de te retrouver seul. Ok. Baisse un doigt si tu as vraiment besoin de l'approbation et du réconfort des autres au quotidien. Baisse un doigt si tu es incapable de poser et défendre tes propres limites. Ok, c'est good. Il vous reste combien de doigts? 4. 4. 6. 6. Du mal avec les maths. 6 aussi, voilà. J'avoue que moi j'aurais dû baisser, mais vas-y, j'étais dans le truc. Donc, moi, là où j'aurais dû baisser, c'est. Enfin, moi, en tout cas, il manque 2 doigts normalement. Donc, c'est. Tu crains et évites tout désaccord, ça c'est le cas quand même. Et tu es incapable de poser et défendre tes propres limites. J'y travaille, mais on va dire que de base, j'ai du mal. Donc, voilà, Ouais, donc il voilà. en reste 8. Voilà. Ok. Donc, si vous avez plus de 5 doigts baissés, c'est probable que vous ayez une tendance à la dépendance. Et justement, la dépendance affective désigne l'incapacité psychologique d'une personne à vivre sans l'approbation ou le jugement positif de l'autre. Donc, c'est un prisme, c'est-à-dire qu'on n'est pas complètement dépendant affectif. Enfin, voilà, c'est une jauge dans la vie, tout n'est pas linéaire, c'est important de le rappeler. Mais c'est vrai que ça peut vraiment poser problème au quotidien. Et je le rappelle, on n'est pas docteur ou professionnel de la santé. Donc si jamais vous vous reconnaissez à travers cette vidéo, vous avez vraiment l'impression que c'est quelque chose qui vous dérange de votre vie, je vous conseille vivement de vous rapprocher d'un professionnel pour pouvoir vous aider. Donc pour illustrer un petit peu tout ça, j'aimerais vous demander, les filles, de nous raconter un petit peu votre histoire. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, vous estimez que là, il y a un problème, là, vous êtes concerné par le sujet de la dépendance affective? Qui veut commencer? Alors moi, je pense que je suis concernée par rapport au sujet de la dépendance affective parce que j'ai eu un terrain en fait qui a pu favoriser cette dépendance affective. En général, on dit que les dépendants affectifs, ils ont soit une blessure d'abandon ou de rejet et ils ont peur de la séparation. Ça a été mon cas parce que du coup, j'ai eu une enfance un peu dysfonctionnelle, on va dire, avec l'absence d'un père. Donc du coup, je pense que j'ai essayé de compenser cette absence dans mes relations amoureuses surtout, sachant que je pense qu'un dépendant, une dépendante affective, même si ça concerne plus les femmes, les hommes sont touchés quand même, elle peut être dépendante affective dans ses relations professionnelles, dans ses relations familiales, avec les amis. Mais moi, ça serait plus du côté sentimental, en fait, dans mes relations avec les hommes.
Et ça se traduirait plutôt comme un manque d'estime de moi-même, le fait de vouloir toujours être valorisée par mon partenaire, le fait d'attendre certains messages et si ça ne correspond pas à ma vision du message, ça ne va pas le faire du tout. Et puis voilà quoi, mais je pense que vraiment ça vient d'un manque d'estime, une peur peut-être de l'abandon, de la séparation, et ça se traduit comme ça. Donc moi c'était vraiment du côté sentimental pour le coup, c'est pas pour vous les filles, mais voilà quoi, j'aimerais bien avoir votre avis là-dessus. Ok, je vais parler pour moi alors du coup. Moi j'ai eu une enfance merveilleuse avec des parents très aimants, j'ai manqué vraiment de rien du tout. Après, c'est vraiment à l'adolescence, ça s'est un petit peu corsé, où, bon, j'aime pas trop parler de ce sujet, j'ai l'impression de me victimiser, mais c'est un sujet d'actualité, c'est le harcèlement à l'école. Donc ça a été assez... ouais, enfin, c'est dur de mettre ce mot, avec le recul, c'est dur, j'aime pas trop l'admettre, mais c'est la vérité. Donc j'ai eu beaucoup de mal à m'aimer, en fait. Après, ma seule préoccupation quand j'étais au collège, bon, c'est un petit peu le moment émotion, mais c'était vraiment rendre fiers mes parents. Ils m'ont tellement donné pour que je réussisse dans la vie, eux qui n'ont pas forcément eu toutes les cartes. Donc vraiment, je faisais vraiment abstraction de tout ça et c'était vraiment important pour moi de les rendre fiers. Mais du coup, j'ai un peu intériorisé les choses. Peut-être pas... Enfin, comment dire, j'ai peut-être pas... comment dire ça, c'est un peu dur, j'ai un peu ému en même temps. J'ai intériorisé. Ouais. En fait, je pensais avoir fait le travail pour aller mieux. J'ai réussi d'une certaine façon, parce qu'aujourd'hui, je peux le dire, j'ai confiance en moi. Je m'affirme comme je suis, mes prises de position, ma personnalité, mon style vestimentaire, etc. Mais en devenant maman, en fait, je me rends compte que ce travail-là, c'était vraiment superficiel, en fait. Les plaies se sont rouvertes d'une façon vraiment incroyable. Et ça fait mal, en fait, de se rendre compte qu'en fait, j'ai l'impression d'avoir régressé, en fait. Ça veut dire que je pense avoir overcome le truc, mais en fait, non. C'est très présent encore et c'est dur, mais bon, voilà. Mais sinon, après, moi, ça implique que du coup, je n'ai pas beaucoup forcément d'amis, mais c'est choisi, hein, franchement, c'est pas du tout par dépit, c'est vraiment choisi. Je préfère faire le tri dans mes relations. Et vis-à-vis des hommes, du coup, forcément, avec le harcèlement scolaire, oui, t'es moche, les trucs basiques, quoi, tu trouveras jamais quelqu'un, blablabla. Donc, moi, j'ai eu 3 relations dans ma vie, avec celle actuelle, avec le papa de ma fille. Une relation longue, en général, donc 2 ans et demi. Non, 3 ans, 2 ans et demi, et là, ça va faire 5 ans. Et moi, de base, en couple, je suis vraiment, sans prétention, une meuf grave cool, genre, je suis pas jalouse. Tu peux le dire. Voilà, je suis pas jalouse. Je pars du principe que si on est ensemble, on doit se faire confiance, sinon c'est pas la peine. Donc, il peut regarder du contenu pour adultes, ça me dérange pas du tout. Il peut regarder des faits sur Instagram, je m'en fiche. Limite, je vais regarder avec lui, ça me dérange pas du tout. Mais c'est vrai qu'à partir du moment où je vois que la personne en face de moi, elle est pas digne de confiance, là, je vais être suspicieuse. Voilà. Donc, j'ai eu une première expérience avec la dépendance affective avec mon ex, où en fait, en gros, du jour au lendemain, il m'a un peu têche comme une vieille chaussette. Donc, ça a créé vraiment un choc émotionnel chez moi. En fait, il m'a mis face au mur et moi, j'avais aucun moyen de rectifier le tir. En fait, il m'a dit, il y a telle chose qui va pas. Donc, du coup, je te quitte. Et en fait, moi, du coup, je me suis retrouvée comme ça, sans comprendre. Et c'est là qu'en fait, j'ai commencé à être vraiment très sur la demande d'affection. Est-ce que du coup, tu as réfléchi? Est-ce qu'on peut se remettre ensemble? Enfin, des trucs, vraiment, je ne me serais jamais autorisé des choses comme ça, avec le travail que j'ai fait sur moi. Toujours sur la demande d'affection, toujours sur la demande de réassurance, aussi. Voilà, de l'attente. Si j'avais pas son message le matin, ma journée était foutue. Genre. J'attendais, volontairement, je cachais mon téléphone dans une autre pièce pour oublier en fait son existence un petit peu. J'avais son message, j'étais au plafond, enfin bref. Donc je suis plus avec cette personne-là et maintenant c'est avec le papa de ma fille. On a eu cette discussion en fait à l'occasion du visio. C'est ça. En fait, je me suis rendu compte que j'étais très dépendante affective de mon conjoint actuel, le papa de ma fille, et c'est lié à la maternité en fait. Ça veut dire que j'ai vraiment subi un bouleversement, vraiment. Devenir maman, c'est vraiment un bouleversement. J'étais pas prête, on va dire, aux difficultés de la maternité, plus de l'allaitement. C'est vraiment ça qui m'a posé un gros problème. Jusqu'à aujourd'hui, c'est un peu compliqué parfois. Et en fait, ça a vraiment causé chez moi une perte identitaire. Ça veut dire que je me suis complètement oubliée. Là, vous me voyez, je suis là, mais d'habitude, je suis en pyjama, négligée. Enfin, je me suis complètement oubliée. J'ai perdu toute confiance en moi. Toute estime de moi, je me sentais tout le temps coupable, jamais suffisante, toujours en train de me demander si j'étais une bonne maman pour ma fille, si ce que je faisais c'était bien, les bons choix, etc. Et en fait, du coup, mon conjoint, ça a été ma béquille en fait. Ça veut dire que moi, voilà, comme je vous ai dit, toutes les blessures du passé se sont rouvertes. Je pensais vraiment avoir fait le travail dessus, mais pas du tout.
Et en fait, du coup, vous êtes là, vous avez votre enfant qui pleure, vous êtes là, vous n'êtes pas bien déjà vous-même, vous n'avez pas le choix de continuer. Le conjoint, il a repris le travail, dans votre tête, ça va dans tous les sens. Et pour être très honnête, c'est un sujet, je pense qu'il faut aussi aborder, c'est la santé psychologique des mamans. Sachant que c'est l'une des premières causes de mortalité des mamans. Voilà, c'est ça, dépression postpartum. Vraiment, j'ai eu des pensées intrusives de moi par terre. Enfin, bref, je vous épargne les détails. Et en fait, mon conjoint, ça a été ma béquille, ça a été ma perfusion. Volontairement, j'utilise le champ lexical médical pour que vous compreniez vraiment. Et en fait, à partir du moment où il s'éloignait de moi, c'était la fin du monde. On a une relation très fusionnelle de base. Il est plus âgé que moi, donc j'ai beaucoup d'estime pour son vécu, pour son expérience de vie, etc. Donc du coup, c'est vrai que je le consulte souvent pour prendre des décisions, pas son avis comme mon avis, mais plus avoir son conseil. Je pars du principe par humilité que j'ai pas la science infuse, donc le consulter, etc. Mais là, maintenant, non. S'il a parlé, c'est qu'il a raison. Moi, j'ai tort. Moi, tout ce que je dis, c'est pas bien, c'est pas suffisant. Après, concernant notre fille, ça dépend des moods. Des fois, je suis un peu bossy. Mais des fois, je laisse vraiment décider, quoi. Parce que je sais que je suis pas en position, il y a trop d'émotions, trop d'anxiété, trop stimulée, je peux pas. C'est ça, je suis pas en mesure. Surtout. Voilà, c'est ça. Donc en fait, à partir du moment où il veut prendre un peu de temps pour lui, je me raccroche à lui. Je veux pas qu'il parte. Je l'admets, hein, il va regarder la vie, il va dire « Ah, ça se manifeste comme ça !» Mais voilà, ça se manifeste comme ça. Dès qu'il part quelque part et qu'il est en retard, moi, c'est la fin du monde pour moi, en fait. Je me dis « Mais il est où ?» Tu te dis peut-être qu'il ne va pas revenir. Enfin, tu as déjà des pensées super intrusives. Voilà, en fait. c'est ça. Il y a cette peur aussi. Le fait de me dire que voilà, physiquement, il m'a connue. Bon, j'étais comme ça. Bon, j'avais un petit peu moins de ventre, mais c'est pas grave. J'étais un peu plus sportive, on va dire. Et là, je me dis, est-ce qu'il va pas avoir une autre femme? Est-ce qu'il va pas chercher l'affection ailleurs, lui aussi? Parce que moi, je suis pas disponible à l'instant T. Je suis tellement sur les nerfs, tellement dans le stress, la peur, etc. Je vous fais un portrait pas très glorieux de la maternité, mais c'est réaliste. Hein. Je pense à beaucoup de femmes qui pourront témoigner. Il faut en parler aussi, parce qu'il y a un certain tabou. On dit que les femmes, voilà, c'est leur rôle, mais c'est très difficile en fait. Il faut discuter des difficultés qu'on vit. C'est ça. T'as un changement hormonal. Voilà, plein de choses. Enfin, t'as quand même un enfant qui est là. Voilà, c'est pas un jeu, c'est un bébé, c'est un humain. On dirait comme si c'est censé être la plus belle chose du monde. Oui. En fait, t'es pas légitime d'avoir des pensées négatives qui sont dues à ce changement-là, alors que, comme tu l'as dit, c'est un bouleversement. Mais voilà, c'est ça, et ça entraîne beaucoup de culpabilité du coup, et du coup, on est partagé entre ce que je dois en parler, est-ce que on va pas me dire que mais non, mais t'inquiète, c'est que du bonheur, enfin cette phrase qui veut tout et rien dire d'ailleurs. Donc voilà, je me rattache beaucoup à lui. Forcément aussi, j'ai beaucoup besoin de sa présence, en fait, sa proximité immédiate. Ça a été le sujet de beaucoup de disputes, qui n'ont pas forcément de moments d'affection. Après, autant lui que moi, on est très présents pour notre enfant, donc on s'est complètement oublié aussi en tant que couple, donc c'est vraiment pas évident. Forcément, moi je le vois, je le sens, donc j'essaye de renverser un peu les choses, mais de façon excessive du coup pour lui. Et c'est vraiment pas évident en fait de trouver un terrain d'entente parce qu'il a ses sentiments. Moi j'ai les miens. On est en complet décalage des fois par rapport à certaines choses, des choses où moi j'en peux plus, lui ça va, et inversement. Donc ça se traduit beaucoup comme ça, beaucoup de suspicion, de la jalousie, des choses pareilles que je m'autorise pas à regarder dans son téléphone. Bon, j'avoue, je l'ai fait. Voilà. Et par exemple, je vois qu'il va suivre une fille, je dis c'est qui elle? Lors d'en bas, je m'en fiche un peu quoi. Du coup, je me dis mais est-ce qu'il n'y a pas un terrain qui est en train de se créer dans mon dos? Enfin, c'est vraiment compliqué quoi. Donc, et ça fait combien de temps là que t'es maman? Ça fait 14 mois. 14 mois. 14 mois. Donc en fait, c'est vrai que c'est un bouleversement dans le sens où je suis une jeune femme, à l'époque j'avais 24 ans, je suis une jeune femme avec mon copain et là d'un coup je suis maman. On avait une situation, voilà, beaucoup de responsabilités qui vous tombent dessus et vous dites mince, je peux pas. Ça bouleverse aussi le couple. Oui, voilà, c'est ça. Vous êtes chacun, il y a 1+1, donc vous avez décidé de vous mettre ensemble, mais là du coup il y a une autre personne, on sait que vous l'avez créée ensemble, etc. Oui, très désirée et voilà, tout. Mais il y a quand même une autre personne en fait qui aussi en demande. Oui, voilà, c'est ça. Qui a vraiment besoin d'avoir beaucoup d'attention, beaucoup d'énergie, et du coup, vous aussi, vous pouvez un peu vous perdre et perdre aussi ce couple-là. Oui, clairement. Et c'est clairement ce qui est arrivé parce que, je crois, la première fois qu'on s'est retrouvés ensemble, c'est ma fille, elle va avoir 9 mois, je crois, 9 mois, 10 mois. Première fois qu'on se retrouvait ensemble. Pour moi, c'est inconcevable de la laisser à qui que ce soit. J'arrive à la laisser un peu à ma mère. Merci maman, mais... Et à sa maman aussi, mais c'est très difficile pour moi de savoir comment elle va dormir. Des personnes que tu ne connais pas. Ah ça c'est pas la peine d'y penser, ça c'est même pas la peine. Je sais que ça nous ferait du bien en tant que couple pour se retrouver, mais j'en suis pas prête pour l'instant. Je suis pas prête du tout à ça. Là mes parents c'est déjà un grand pas, sa maman aussi c'est un pas. Pourtant j'ai confiance en eux, mais c'est juste le fait de confier votre bébé, surtout quand vous êtes comme ça. Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il mange bien?
truc. Voilà, comme je dis, l'allaitement, c'est vraiment quelque chose de très compliqué. C'est très merveilleux, mais très compliqué aussi. Donc, toutes les femmes ne peuvent pas allaiter aussi. Hein. Ouais, en fait, il y a beaucoup de difficultés qui sont liées à ça, qui sont un peu méconnues. Il y a voilà, des injonctions à chaque fois, enfin voilà quoi. Mais oui, ça se manifeste beaucoup par ça, une certaine emprise. Voilà, une certaine emprise, peur qu'ils partent, qu'ils s'éloignent. Beaucoup de disputes dans l'affection. Je ne parle pas de la vie intime, forcément. C'est irrationnel, la dépendance affective, c'est vrai que c'est irrationnel. C'est une émotion, en fait, c'est une pensée qui va créer une émotion et ensuite, du coup, toi, tu vas le manifester comme ça. Voilà, par la peur, par le fait de vouloir contrôler l'autre et autres. Mais en fait, à la base, ça vient de quelque chose de plus profond, comme tu l'as dit, le rejet. Quand tu étais adolescente. Et en fait, le fait d'avoir revécu ce rejet avec la relation dont tu as parlé, ça a réveillé ça. Et après, du coup, là, tu penses peut-être que tu vas revivre un rejet vu que tu es mère. Mais c'est vrai que ça tout commence dans la tête. Hein. Oui, c'est ça, tout, clairement. Même des fois, je sais que, parce qu'on a des discussions, j'essaie de lui parler. Après, il a eu un modèle familial différent où en fait, il voyait vraiment sa mère. Il n'a pas eu son papa quand il a grandi. Donc, sa maman assumait les deux rôles. Donc, elle ne se plaignait pas. En fait, elle faisait. Et en fait, moi, il a plus quelqu'un qui dit voilà, là, j'ai du mal. Là, j'arrive pas. Là, je me sens pas bien. Là, tel truc. Donc, forcément, lui, il n'arrivait pas forcément à comprendre que j'arrive pas à le faire parce qu'il a vu quelqu'un arriver à le faire. Donc, ça a créé beaucoup de décalage, en fait. La compréhension. Voilà, c'est ça exactement. Et du coup, j'essaie à chaque fois de lui parler, de lui dire. Et en fait, des fois, je vois qu'il fait des pas vers moi pour me rassurer. Je le note dans ma tête parce que j'aime pas me dire je tiens en compte que le négatif. Je vois, mais dès que, par exemple, je perçois une intonation de voix différente ou j'ai l'impression qu'il est froid, ça y est, ça détruit tout. Et tout de suite, c'est l'affrontement, en fait. Pas volontaire du tout, mais je le dis de façon maladroite. Lui, il en a déjà, il en a marre, en fait. Après, je fais pas exprès, hein. Mais voilà, ça crée du conflit. Exactement. Et en fait, ça crée l'éloignement, en fait. Et donc, du coup, ça fait un cercle vicieux où, du coup, je me raccroche encore plus. Plus et il lui, s'éloigne, plus voilà. ça te fait peur. C'est ça. Et plus il s'éloigne. Voilà, et exactement. plus il veut s'éloigner, et moi, plus je veux le rapprocher. Mais en fait, du coup, on part dans tous les sens. Et puis, en fait, voilà. Mais c'est un travail à faire, c'est pas évident. Il y a de l'égarement, il y a plein de choses, blablabli, mais c'est compliqué. Mais je dois l'admettre, je suis dépendante affective, ça m'écorche la langue de l'avouer, mais c'est la vérité. Non, mais après, tu as raison de l'expliquer. Je pense qu'il y a plein de couples qui passent par des phases qui sont similaires, tu vois. Donc, au moins, ça pourra permettre à plein de personnes de se reconnaître, je pense. Oui, baby clash, tout ça. C'est ça. Voilà mon histoire. Ok. Et toi, Soraya, tu peux nous expliquer? Moi, c'est un petit peu comme toi, Nathanaël. En gros, pareil, j'ai pas connu plutôt mon père donc biologique. Mon beau-père, par la suite, en fait, il est parti quand j'avais à peu près 11 ans. Il m'a littéralement abandonnée. En fait, il m'a plus calculé. C'était très, très violent pour moi. Et c'est vrai que depuis que je suis petite, en fait, je vais constamment chercher l'attention en fait des hommes tout le temps, que ce soit dans maison, que ce soit dans, tout type d'hommes en fait. Depuis que j'ai 3 ans quand même. Donc j'ai compris déjà de base que j'avais eu un manque par rapport à ça, bien que ma mère elle a essayé de faire venir, beaucoup de tontons. J'étais quand même très entourée par une présence masculine, mais c'était pas suffisant quoi. Donc en gros, tu avais beaucoup d'amoureux à l'école, des choses comme ça ou... Ah ça, oui, ouais, c'est ça. J'avais tout le temps des hommes. Toutes les 2 semaines, un nouveau crush. J'avais un nouveau crush, etc. Et puis en plus, j'étais pas du tout timide, donc j'allais vers les petits garçons pour leur dire « Tu es bien mon amoureux ?» Et puis souvent, ils disaient « Non, donne-moi de l'amour. » C'est pas grave, le prochain. Et du coup, abandon, rejet. Là, on est vraiment sur les deux directs, en fait, c'était ça. Et en grandissant, j'ai commencé aussi à chercher un petit copain. Je suis arrivée en France, parce que moi je suis pas du tout d'ici. Donc je suis née en fait en Côte d'Ivoire. Je suis arrivée ici en fait à mes 8 ans. Et ça aussi, ça a beaucoup changé de choses dans ma façon de me percevoir, parce que ça n'a rien à voir en termes de culture, de relations en fait, interhumains, personnelles. J'ai été confrontée au racisme que je ne connaissais pas non plus. Donc tout ça, en fait, sur beaucoup de... t'as les cheveux crépus, donc t'es moins jolie. Beaucoup de comparaisons. Ah non, mais toi, je t'aime pas parce que t'es pas blanche, ou parce que t'as pas les yeux bleus, ou parce que t'es pas blonde, parce que t'as pas les cheveux lisses, etc. C'est violent, c'est violent. Et c'est super violent. Et du coup, en fait, tout de suite, je me disais, mince, en fait, je ne peux pas potentiellement trouver quelqu'un qui puisse m'aimer moi. Et surtout que un père, normalement, mon beau-père, je le considère comme mon père. Donc du coup, je me disais, mais en fait, lui-même ne m'a pas aimée, ne m'a pas acceptée. Donc en fait, qui va m'aimer finalement? Donc en fait, j'étais tout le temps dans ce truc-là.
Et c'était super difficile. Et en fait, je pense que l'essence même, la dépendance affective, a commencé à ce moment-là, en fait. Ouais. Et après, dans tes relations, comment ça s'est illustré quand tu as été plus âgée? En fait, c'est beaucoup tout ce que vous dites, c'est-à-dire qu'en fait, je vais chercher l'attention constamment. Je suis très anxieuse en plus de base par rapport aussi à tous ces événements-là. Donc forcément, je vais chercher l'attention, mais tout le temps. Il ne m'a pas envoyé de message le matin, je vais être en crise. Il répond dans, je sais pas moi, 1 heure. Pour moi, c'est super long. Et du coup, je vais constamment être en train de regarder mon téléphone, voir s'il a répondu, s'il est en ligne et qu'il ne m'a pas répondu. Là, c'est les... Waouh, je me dis tout de suite, il va m'ignorer, il va m'abandonner. En fait, à chaque fois, c'est tout le temps ça. Soit il va me rejeter, soit il va m'abandonner. Et du coup, en fait, je suis en crise en fait, constamment. Et ça va toucher en fait ces émotions-là que j'ai vécues d'auparavant, alors qu'il n'a rien à voir. Hein. Souvent, il est là, tranquille, il fait Notre joue à la play. Exactement. Et du coup, je suis tout le temps en fait en alerte. C'est-à-dire que je vais analyser son ton, le ton de sa voix, ses mimiques. Je vais voir s'il n'y a pas un truc à changer dans sa façon d'être, sa façon de me regarder, ses comportements en fait, le total. Et après, je vais me dire mais non, il y a un truc, il y a quelque chose. Peut-être qu'il ne m'aime pas. C'est trop beau pour être vrai. Est-ce que c'est trop beau pour être vrai, exactement? Est-ce que c'est parce que je suis grosse? Est-ce qu'en fait, il aimerait bien que j'ai plutôt les cheveux comme c'est comme ça? Parce qu'avant, j'étais beaucoup dans ça. Forcément, essayer de changer pour m'adapter au salaud. Donc, il y a beaucoup ça dans la dépendance affective. Tu as une faible estime de toi-même et une très baisse en fait, de confiance en toi. Donc, en fait, du coup, tu veux soit t'adapter pour plaire en fait, à l'autre, mais toi, en fait, tu t'oublies indirectement. Ou alors, en fait, tu vas tout accepter. Donc, j'ai eu des ex aussi extrêmement toxiques, qui pouvaient être violents dans leurs paroles, qui pouvaient me hurler dessus, qui pouvaient me manipuler, qui pouvaient me rabaisser constamment, qui me trompaient et j'acceptais la tromperie alors que j'aimais pas ça. Mais j'avais tellement peur de les perdre que du coup, en fait, j'acceptais tout et n'importe quoi. Parce que l'idée d'être seule était beaucoup plus effrayant et douloureux et de ne pas être acceptée que en fait, de risquer en fait de... Enfin non, justement, plutôt qu'il me trompe ou qu'il fasse n'importe quoi. Oui, de mettre tes limites, quoi. Oui, en fait, l'amour que toi, tu ressens... Parce que je pense que la dépendance affective, c'est ça aussi. Il y a certains psychologues qui disent que c'est l'addiction à l'amour. Quand tu es dépendant affectif, tu es addict en fait à toutes les formes d'amour, donc que ce soit par message ou en vrai. Et comme j'ai pu le dire tout à l'heure, c'est vraiment émotionnel. Ça veut dire que, comme tu le dis, il va te répondre 1 heure en retard. L'émotion qui va arriver, ça va être le rejet. Tu vas te dire, là, il est en train de me rejeter, il ne me répond pas. Il va te faire du mal, tu vas dire, au moins, c'est moins grave que le fait de me retrouver seule ou de me retrouver sans son amour, même si son amour, il peut être toxique pour moi. Exactement. Et c'est vrai que ce sont des mécanismes que moi, j'ai compris. Et puis là, en discutant toutes les 4 ensemble, on se rend bien compte que... Il y a des trucs, on sait, en fait, quand tu es dépendant affectif, tu sais que tu es dépendant affectif. Tu sais mettre les mots dessus, tu sais, en fait, exactement les mécanismes que ça crée. Mais par contre, la cause même de la dépendance affective, si tu ne fais pas forcément le travail dessus, tu ne vas pas savoir d'où ça vient, tu vois. Là, je pense qu'on est assez éveillé pour savoir que, voilà, Pauline, toi, c'est par rapport au rejet que tu as vécu à l'adolescence, toi, par rapport à la figure paternelle, moi aussi. Mais en soi, quand tu es dans la situation avec un homme ou en couple, tu vas pas te dire tout de suite je réagis comme ça parce qu'en fait c'est en train de réactiver mon trauma que j'ai pas guéri. Après donc, moi j'ai toujours su, concrètement j'ai toujours su que c'était lié à ça, ou voire même aussi à ma mère, parce que toi du coup tu t'expliquais que c'était par rapport surtout aux hommes, mais moi aussi c'est par rapport à maman, à ma mère, à ma maman. Ça peut être la famille, un événement dans tous les cas dans l'enfance, l'adolescence qui crée en fait une faille. Ouais, dès l'enfance, en fait, c'est le schéma un peu... on imagine souvent, et en psychologie on dit ça, que quand tu es un enfant, en fait, tu as besoin d'avoir différents types de clés pour te construire et t'épanouir en tant qu'adulte de façon saine. Et en fait, dès que tu n'as pas ce truc-là, dans l'adolescence ou l'enfance en fait pure, mais en fait, tu vas en fait... te faire à fait avec ce que tu as, quoi, clairement. Tu fais comme tu peux. Exactement. Et du coup, ça va contrebalancer sur des différents types. Les blessures de l'âme, c'est un peu ça. Donc, abandon, etc. Après, tu compenses un peu comme tu peux. Le rejet, l'humiliation, la trahison. Ouais.
et Injustice, Ah oui, exactement. voilà, et injustice. Voilà, Ouais, sur Voilà. Insta, j'avais vu ça, ouais, ce petit post-là. Et justement, en fait, c'est des blessures souvent qui arrivent plutôt dans la petite enfance. C'est ça. Ouais. Et qui peuvent ensuite ressurgir justement dans des comportements en fait, que tu as étant adulte. Et justement, il y a deux assez gros dangers, on va dire, par rapport à la dépendance affective. Donc, tu l'as très bien expliqué, c'est vraiment le fait d'accepter l'inacceptable. Donc, par exemple, les violences, que ce soit psychologiques ou physiques, parce que pour ces personnes-là, la violence subie est moins grave que la perte de la personne dont elles sont dépendantes. Exactement. Et il y a également un autre effet qui peut être négatif, mais cette fois-ci dans l'autre sens, et il me semble que c'est toi aussi qui m'en parlais en visio, c'est qu'en fait la personne qui est dépendante affective peut tendre à de l'harcèlement envers son interlocuteur, car en fait leur anxiété, elle devient tellement forte qu'elle considère que l'autre leur doit de répondre à leur souffrance. Oui, tout à fait. Ouais, voilà. Donc, Tout à fait. C'est vrai qu'on s'en rend pas compte, mais il y a quelque chose qu'on appelle le triangle de Karpman qui parle en fait du fait qu'on peut être soit persécuteur, soit victime ou soit bourreau en fait. Et très souvent, le dépendant affectif, il se retrouve un peu dans les trois situations. Ça veut dire que en fait, tu vas avoir une pensée comme par exemple je ne lui plais pas ou il va m'abandonner. Et ensuite, tu vas du coup être dans le rôle de victime. Et ensuite, tu vas être dans le rôle de persécuteur. Ça peut être appeler la personne 50 fois, laisser des messages, parfois l'insulter, lui dire tu sers à rien, tu veux plus de moi, je comprends, etc. Et ensuite, revenir à un rôle du coup un peu encore de victime. Et en fait, c'est très compliqué, sachant que je pense que les personnes atteintes de dépendance affective ont un profond mal-être et attirent très souvent aussi des personnes de type pervers narcissique. Ouais, Ouais, parce que en fait, ce sont des personnes qui sentent en fait ces failles que tu as, mais on ne parle pas, comme tu disais Leslie, de ce côté du dépendant affectif qui va harceler et qui va rendre en fait la vie impossible pour les personnes autour d'elle. Parce qu'en fait, c'est impossible pour une personne de complètement te réassurer en fait dans ton estime. Il va pouvoir te dire que tu es la personne la plus merveilleuse au monde. Ton besoin va être comblé à un moment, certes, mais ça va toujours revenir en fait à un moment ou à un autre. C'est comme si on n'est jamais satisfait de ce qu'on peut avoir. Et en effet, il y a certaines personnes qui peuvent aller jusqu'à harceler, aller chez la personne alors qu'ils n'y sont pas conviés et ça peut aller très loin. Moi, ça me faisait ça surtout à la rupture. Moi, les ruptures sont extrêmement violentes. Et en fait, souvent, c'était ça, c'est qu'en fait, c'est comme une drogue, en fait, littéralement. Ouais, tu le J'ai subis plus un cette peu drogue. et tu veux... Voilà. Et du coup, non mais, grosse folle. J'appelais mes ex, parfois je me disais, en fait, je suis jamais allée, heureusement, je me suis jamais dit, je vais vraiment passer ce pas, ce cap d'aller en face et sonner, etc. Mais je me suis imaginé plein de choses, du genre, vas-y, je sais où il habite, du coup, je vais sonner, je vais attendre jusqu'à ce qu'il sorte, des choses comme ça. L'appeler tout le temps, j'ai déjà imaginé et l'appeler et dire oui, là je suis en danger, j'ai besoin de toi, il faut vite que tu viennes me chercher. Pour voir s'il tient vraiment à toi, etc. Exactement, et du coup, je me remarquais bien c'est la que dans raison qui t'en empêche, mais au fond de toi, ça c'est des bouillonne. pulsions qui... Voilà, exactement, c'est ça, comme si tu étais un sac percé en fait. T'as jamais assez, t'es toujours vide en fait, tu vois. Moi j'avais beaucoup ce ressenti-là d'être toujours vide constamment. Ouais, moi aussi de ça. Après, bon, comme j'ai dit, on est très focus sur notre enfant, donc forcément, voilà. Après, on est un peu fatigué, on va vouloir un peu de temps pour soi. En fait, moi, c'est ce qu'on se disait d'ailleurs avec lui, c'est qu'en fait, lui, il essaie de me donner ce qu'il peut. Moi, je le perçois comme des miettes, donc je réclame plus. Donc, il essaie de me donner plus, mais en fait, lui, il a juste envie de souffler. Et en fait, c'est là où moi, je me raccroche encore plus, en fait. Et c'est là où c'est compliqué. Et c'est vrai que nous, bon, ça allait loin parfois, parce que forcément, ça mène à des disputes. Moi, je suis fatiguée, il est fatigué aussi à sa façon. Donc oui, ça part en insultes, ça part en des comportements. On s'est toujours dit que ça ne devrait pas arriver. Et en fait, c'est arrivé. Manque de respect, plein de choses. Enfin, je vous ai parlé des détails. Et en fait, ça crée énormément de distance. Puis après, pour rattraper ça, je vous dis pas, on essaye, mais c'est dur. Après, voilà... comme je l'ai dit, l'égarement, etc. Ça, on se sépare pas. On se sépare pas. Mes parents, ils n'arrivent plus à suivre. Par exemple, un truc que je m'étais toujours interdit de faire, c'est raconter l'histoire du couple à mes parents. Oui, parce qu'en fait, je pars du principe que si mes parents sont au courant, ils n'auront pas forcément le côté objectif que moi, je pourrais avoir parce que je suis leur enfant. de lui et ça ne changera pas. C'est ça. Une étiquette. Voilà, c'est ça. Et j'avais toujours peur de ça. En fait, à partir du moment où lui s'autorise à le faire, je me suis dit, ok, je vais le faire aussi, en fait. Parce que je me sentais sinon dans une position
Ouais, ou toi t'évacues d'injustice. pas, et alors Voilà, que c'est lui, ça. il peut se le permettre, il peut avoir des avis extérieurs. Mais Voilà. il peut dire, bah ma mère elle est d'accord avec moi, et toi t'as pas cette force-là de dire. Voilà, c'est ouais. ça. Donc du coup, bah, je me retrouve un peu démunie. Je suis là, je me dis, bah, et moi, genre, c'est moi la folle. Enfin, donc non, je vais chercher l'approbation aussi dans mes actes, mes paroles, etc. Donc bah, j'appelais ma mère et je lui disais, et des fois même devant lui. Donc super gênant, quoi. Il sait que sa belle-mère, elle est là au téléphone avec sa meuf. Voilà, c'est ça. Et je faisais exprès des fois. Ouais. Oui. Désolée, pardon, j'avoue. Mais j'avoue, je dois admettre, franchement, je dois admettre, c'est de santé publique là. Mais non, j'admets que je faisais ça, ces comportements-là toxiques, etc. Même des fois où je faisais exprès de le provoquer. Tout à fait. Et je provoquais tu exprès veux une réaction. Voilà, peu importe si la réaction est positive Exactement. ou négative, c'est la C'est ça. réaction. C'est ça, qui je faisais change. exprès. En Voilà, c'est fait, ça. Parce qu'en fait, moi, je me ouais. sens tellement invisible. Ouais, c'est ça. Mais après, c'est entre guillemets un peu de ma faute, dans le sens où je me suis complètement oubliée en devenant maman. Après, je lui demandais lui aussi de m'aider, mais lui aussi, enfin, c'est vraiment compliqué. J'ai un peu de mal des fois à mettre des mots dessus parce que je cicatrise doucement de tout ça, on va dire. Donc j'ai du mal un peu à prendre du recul encore, mais des fois où je sais que je le poussais à bout, vraiment je le poussais à bout et je sais qu'il a été patient avec moi, il a vraiment été patient, surtout le connaissant. Il en avait marre, il partait. Et là, je me retrouve dans une position où, entre guillemets, victime. Ne pars pas, viens, on parle. Je me dis, mais comment ça, viens, on parle? Depuis tout à l'heure, tu m'insultes et c'est maintenant que tu me dis, viens, on parle. Mais oui, mais viens, on s'aime et tout. Et là, attends, Tout à quoi? fait. C'est Quand tu vois sens là, que je l'autre comprends il pas. va Voilà, il c'est perd ça. prise, il te lâche un peu, tu Voilà. vas revenir pour C'est ça. essayer de. Et en fait, moi, je avoir- trouve ça, bon, je vais pas dire ridicule, mais je sais que moi, il y a 6 ans, j'aurais dit, mais vas-y, toi, va là-bas, qu'est-ce que tu fais là? C'est quoi tes trucs là? Mais c'est plus fort que moi. Et j'en suis consciente. Et en fait, après, je me sens mal et j'essaie de lui expliquer vraiment le fond de mon Tout ce mal-être. qui se passe. Voilà, ouais. c'est ça. Et j'essaie de lui répéter. Et je sais que pendant un moment, ça rentrait là, ça sortait là, mais pas volontairement. Et qu'en fait, en parlant avec justement un psychologue aussi, il a parlé un peu de sa situation. Un soir, il est rentré, il m'a dit, mais je suis désolée. Parce que je t'ai pas comprise en fait. Ouais. Je disais, mais je t'ai C'est répété bien. pourtant, je t'ai communiqué et tout. Et je me souviens, c'était un peu mon émotion où on a un peu pleuré tous les deux. Quoi. Après, notre fille a vite dit coucou, c'est moi le centre de l'attention. Mais en fait, on s'est rendu compte de nos erreurs, etc. Donc bon, ça ne résout pas tout, mais il y a eu une voie vers le pardon. Moi, de mon côté, en tout cas, de me dire peut-être que j'ai peut-être un peu trop demandé. Peut-être que c'est un peu de ma faute. C'est peut-être moi qui me suis peut-être pas, qui a peut-être pas fait assez de travail sur moi à l'instant T. Parce que moi aussi, j'aime beaucoup prendre du recul et me dire, voilà, il y a ça qui va pas, ça qui va pas. Je vis mes émotions. Je préfère pas les faire comme si elles n'existaient pas. Je les vis pour les comprendre et après faire le travail nécessaire. Et là, c'est vrai qu'en devenant maman, dans le rush des choses, on n'a pas trop le temps des fois. Donc des fois, le soir, j'étais comme ça. Pendant 3 heures, j'étais comme ça, sur mon phone, pour un peu oublier des fois. Mais à te dire, mais j'en suis où là? C'est quoi mon couple là? C'est pas ça du tout. Et je me reconnais pas surtout. Voilà, je c'est me pas la reconnais pas. personne que je suis intrinsèquement, Voilà, la personne que je exactement, pense être, mais ce que je dégage de l'extérieur, c'est ça au final. Voilà, c'est ça, on n'a pas C'est- envie en fait. C'est comme la petite fille en fait que tu es, on dit l'enfant intérieur, tu redeviens cet enfant intérieur et tu as besoin en fait qu'on te prenne dans les bras, qu'on te dise je t'aime, mais le souci c'est que ça doit venir de toi et pas C'est ça. de l'autre à qui tu demandes constamment Ouais. et C'est ça, en fait. qui est épuisé aussi au bout d'un moment. Bah oui, C'est clairement. à ça parce que c'est Bah, ça douloureux l'étouffe. pour nous, on a mal, mais c'est très douloureux pour les personnes qui le vivent en fait, les personnes qui oui, sont avec nous, complètement. qu'on étouffe en quelque sorte. Bah oui, Exactement, clairement. C'est c'est pour ça. ça que j'ai utilisé le terme de béquille. C'est vraiment dès que j'ai parlé de ma béquille, moi j'étais par terre, ça y est, viens, je peux pas me relever toute seule en fait. C'est pour ça que j'utilisais ce terme, mais c'est vrai que ouais, ça doit venir de moi quoi. Et justement, tu as évoqué la thérapie. Il me semble que toutes les trois, vous êtes passées par une thérapie Oui. dans votre vie. Mhm. Est-ce que vous sentez que la thérapie, aujourd'hui, c'est nécessaire pour pouvoir sortir de la dépendance affective? Oui, Ouais, franchement. oui. Franchement, Il n'y a pas d'hésitation. Aucune hésitation, Tout à franchement, fait. ouais. Ah ouais. Après, il y a d'autres choses comme l'hypnose aussi qui peut Oui. aider, la sophrologie, je sais que certaines personnes, ça peut les aider, du shadow work, donc si tu travailles par toi-même via l'écriture, noter en fait tes émotions, tout ça, ça peut aider. Mais c'est vrai qu'une thérapie, surtout les thérapies cognitivo-comportementales, ça aide beaucoup parce qu'en fait, ça te permet d'identifier la racine du problème, de voir comment ça crée en fait l'émotion et ensuite de pouvoir travailler dessus. Et moi, actuellement, je pense que je sors de la dépendance affective, même si je pense qu'il y a toujours des rechutes et qu'on Oui, des peut séquelles. tomber dedans. Et ça m'a beaucoup aidée parce que j'étais quand même très, très dépendante affective. Et maintenant, j'arrive quand même à moins me soucier du regard des autres, à moins chercher du coup l'approbation des hommes ou rechercher tout de suite à être dans une relation et travailler sur moi. Mais pour moi, oui, en effet, la thérapie ou voilà, le développement personnel, enfin, travailler sur soi et les blessures en fait, qui créent ça, c'est nécessaire.
De toi-même, comme ça, tu vas pas te réveiller un jour et te dire « Ah tiens, je vais plus être dépendante affective ». Ça fonctionne pas comme ça. Il y a des schémas à mettre en place, en effet, sinon… Des choses à déconstruire, etc. Exactement, c'est pour ça que c'est pas possible, en fait, de faire tout seul. Ou alors, waouh, je sais, faut vraiment y aller. Tu as besoin quand même d'avoir quelqu'un qui te dit « Ok, là, tu ressens ça parce que c'est comme ça, parce que ça vient de ça. » Et du coup, on va travailler ça et on va te donner des clés de comment est-ce que tu pourrais travailler ça. Et généralement, pour s'en sortir, moi, ce qui m'a aidée, même si encore, comme toi, en fait, je sens que parfois, ça revient. Un peu comme une petite ombre qui est derrière, là, comme ça. Et fantôme qui est là. Ouais, un petit fantôme et tout. En plus, je sais d'où ça vient. Donc, du coup, aujourd'hui, j'arrive à me dire, OK, ça, c'est pas rationnel, c'est rationnel. On va se calmer, on va arrêter, et voilà. Mais du coup, il faut beaucoup travailler sur sa confiance en soi, son estime de soi-même, en fait. Ça, généralement, c'est lié. La confiance en soi, l'estime et quoi d'autre? Et c'est tout, je crois. Et aussi la peur de l'abandon, la blessure d'abandon, la blessure de rejet. Tout à fait. Donc quand tu es abandonné ou rejeté, d'où ça vient, pourquoi. Mais en fait, généralement, ça aussi, c'est relié à la confiance en soi et l'estime de soi. Ouais. Donc du coup, tu bosses les deux. Et après, moi, ça m'a aidée. Et du coup, aujourd'hui, ça va un peu mieux, quoi. Enfin, beaucoup mieux. Oui. Ok, moi pour parler très rapidement de moi, c'est vrai que je me sens vraiment pas du tout concernée par la dépendance affective. Je pense que ça peut être intéressant aussi d'écouter ça. C'est vrai que moi, vraiment, je suis presque l'opposé, je dirais, de vous. Alors, il y a certains points sur lesquels je me reconnais et c'est intéressant, je pense, de les traiter aussi. Parce que je pense qu'il y a des comportements qui sont finalement normaux aussi quand on est amoureux, normaux plutôt du coup. Mais en tout cas, moi, pour parler de mon histoire, elle est très similaire à la tienne, c'est-à-dire que j'ai vécu une très belle enfance avec deux parents hyper aimants, mon père aussi vraiment très aimant. Après, c'est un peu compliqué à l'adolescence, notamment avec un divorce qui était un petit peu compliqué, et également de l'harcèlement scolaire du coup. Et moi, le harcèlement scolaire, ça a été un petit peu l'opposé de toi, c'est-à-dire que je suis rentrée dans ce truc, déjà une extrême solitude, vu que j'étais vraiment toute seule pendant plus de 6 mois, vraiment zéro ami, zéro contact avec les autres. Et d'ailleurs, c'est comme ça que je me suis beaucoup réfugiée dans les réseaux sociaux et que ensuite j'ai lancé ma chaîne YouTube, etc. C'est parce que vraiment, ma chaîne YouTube, je me sentais extrêmement seule. Et l'année, par exemple, de mes 18 ans, je l'ai fêtée toute seule. Et je venais de me lancer ma chaîne YouTube, mais vraiment, le jour de mes 18 ans, j'étais seule. Et moi, justement, ça a créé un extrême rejet des autres. Et en fait, j'ai été forcée pendant une longue période, du coup, d'accepter ma solitude, d'accepter de passer du temps avec moi-même. Et arriver, en fait, limite à cet amour de soi. C'est ça, ouais. Dans le sens où j'ai tellement été seule pendant longtemps que, limite, après, faire rentrer des gens dans ma vie, c'est ça qui a été compliqué. Et aujourd'hui, j'arrive à me dire, dès que je suis dans une relation et que je vois que la personne, elle commence à mal me parler, à être bizarre avec moi, etc., j'ai limite le non ou c'est fini facile. Oui, là, vraiment, c'est là où j'en suis moi aujourd'hui. Il ne faut pas retomber dans ces schémas-là où tu dépends de quelqu'un. Red flag, non merci. Non, c'est même pas justement pas retomber dans la dépendance, mais justement dans je sais que je suis bien seule, donc si tu m'apportes pas ce dont j'ai besoin, tu bouges. Pourquoi je vais être avec toi? Ouais, voilà, c'est ça. Mais du coup, des fois, je suis limite trop dans la suspicion. Trop dans il commence un peu comme vous, il commence un peu à se comporter comme ça, j'ai envie de fuir, sachant qu'en plus j'ai plus tendance à fuir les conflits, donc je préfère fuir la situation que l'affronter. Et à un moment donné, justement, je parlais du fait que j'ai tendance à ghoster les gens, etc. Ça se ressent aussi dans ça. C'est-à-dire que dès que je vois qu'il a un comportement un tout petit peu problématique, des trucs qui me plaisent vraiment pas, au lieu d'essayer de le comprendre, de voir d'où ça vient, est-ce que c'est vraiment grave ou parce que les gens, tout le monde a des défauts, non, moi je prends la fuite directe. Limite, j'arrête de répondre et je me renferme sur moi dans mon cocon. Mais ça va être plutôt en début de relation ou si c'est par exemple, tu es déjà dans une relation établie, par exemple, ça fait 1-2 ans que tu es avec la personne, tu vois qu'elle change directement, est-ce que tu aurais la même réaction, tu vois? Non. Parce que moi, si je parle à quelqu'un et que j'ai pas d'attachement émotionnel, parce que je suis un peu comme toi, je ghost, je suis introvertie aussi, on est désolés les gens, mais voilà, oui, franchement, on le fait pas forcément exprès, je vous jure. Vraiment, mais tu vois,
Il me faut vraiment un attachement émotionnel à la personne. Tu vois ce que je veux dire pour vraiment être dans la dépendance affective. Ça veut dire qu'un mec lambda comme ça, je vais pas être dépendante affective de lui. Si je vois les red flags, je peux couper. Mais si par exemple, je suis en couple, ça fait 1 an, 2 ans que cette personne-là, voilà, qu'il y a une histoire qui est créée, je te jure, ça va être très difficile. Alors moi, franchement, même si ça fait longtemps, j'avoue, je vais couper. C'est-à-dire que déjà, à mes 17 ans, donc, en parallèle de ma situation de harcèlement scolaire au lycée, donc pendant un moment, je fréquentais quelqu'un et cette personne, elle a commencé à me parler super mal, à me dévaloriser, etc. Alors que je l'aimais de tout mon cœur, hein, vraiment, je l'aimais, avec le recul, non, je n'étais pas vraiment amoureuse, etc. mais je sais qu'à l'époque, à ce moment-là, je voyais en update, tu vois. Gros, dès que j'ai vu qu'il commençait à faire n'importe quoi, genre un jour, il est venu, il m'a menacé, il m'a dit ouais, mais t'as de la chance, je connais ton adresse, j'aurais pu te cambrioler et tout. Oula. Bref, on avait 17 ans. J'étais en mode. Ok, d'accord. Au revoir. Pareil, à un moment donné, je fréquentais quelqu'un, vraiment pareil, je l'avais grave dans la peau, on se parlait H24. Dès que j'ai vu qu'il commençait à trop bifurquer, aimer encore son ex, il l'a revu, etc. C'était une situationship, donc rien d'officiel, vous connaissez, mais quand même. Franchement, ça annonce des mauvaises couleurs. Ouais, voilà. Mauvaise augure. Genre, dès que j'ai senti que vraiment il se foutait trop de ma gueule, au revoir. Et le plus gros exemple que j'ai, c'est vraiment dans ma précédente relation. Je suis restée quand même 3 ans avec la personne, je me projetais de fou. Genre, pour moi, c'était le père de mes enfants. Enfin, vraiment, c'était l'homme de ma vie à ce moment-là. Il m'a trompée, mais dans l'instant même, je lui ai dit, mais rends-moi tes clés et tu pars d'ici. Et je ne l'ai jamais revu. Enfin, vraiment, ça a été une coupure extrêmement nette. Alors que vraiment, la veille encore, on se disait je t'aime. Et comme je n'avais pas connaissance de tout ça, ça a été vraiment une rupture très brutale. Et carrément, après, je me suis forcée à le dire à tout mon entourage, etc. Pour limite me forcer à ne pas re-rentrer dedans. Parce que je savais que, forcément, je l'aimais encore à ce moment-là. Mais pour me forcer à rester hors de tout ça et à garder ma fierté, mon ego, tout ça, je l'ai dit, vraiment j'ai appelé ma mère, ma meilleure amie, je suis partie voir mes potes, etc. pour vraiment que ça devienne réel très très vite et me détacher rapidement en fait de lui. Donc vraiment non, je suis dans ce rejet des blessures, vraiment si je vois dans un endroit et je vois qu'on peut me faire du mal, je sors directement de la situation. Donc, tu aurais plus un profil de type un peu, un attachement un peu évitant en fait. Tu sais, parce qu'on dit que l'attachement aussi, ça conditionne beaucoup la dépendance affective ou pas. Je crois qu'il y a 4 types d'attachement. Tu as l'attachement évitant, l'attachement anxieux, donc du coup, les dépendants affectifs en général, on est dedans. L'attachement du coup sécure, où là, en fait, peut-être sécure aussi, où tu sais en fait ce qui est bon ou pas pour toi. Et du coup, tu arrives à établir des relations saines. Et ensuite, il y a l'attachement, je crois que c'est désordonné ou chaotique dans lequel je suis, où tu as une enfance un peu difficile et du coup, tu es entre les deux, tu vois. Tu es un peu anxieux, tu es un peu évitant. C'est pour ça que des fois, j'arrive à ghoster et des fois, je suis totalement dans la dépendance affective. Donc toi, ça serait plus ça et comme on discutait, la blessure de trahison aussi. Oui, voilà. Comme tu as peur d'être trahi, c'est fini. C'est exactement ça. Vraiment, la peur d'être trahi, elle surpasse tout. Mais vraiment, quand je vous dis que je peux couper les ponts avec tout le monde, c'est vraiment même avec ma famille. Ça a été le cas, par exemple, un membre très proche de ma famille, on a le même sang, on a tout. C'est une personne avec qui je ne parle plus depuis quelques années. Parce que pour moi, elle est allée trop loin à certains niveaux. Et du coup, en fait, je ne peux pas accepter ça. Je ne vois pas pourquoi je devrais le faire. Pour moi, ce n'est pas des liens familiaux qui entravent tout. Parce qu'au final, j'ai des amis ou limites avec qui je suis plus proche que cette personne-là. Donc, j'ai décidé que c'était fini et au revoir. Voilà, c'est ça. Tu as pensé à ton bien-être avant tout. Exactement. Et j'essaie vraiment de me dire ça. Alors, après, ça peut dépendre parce que, par exemple, dans mes relations, même amicales ou amoureuses, etc., j'ai tendance à dire oui beaucoup, à me faire passer les autres avant moi, etc. Donc, ça ne veut pas dire que, on va dire, j'ai un comportement qui est parfait ou autre. Ou voilà. Il y a toujours, de toute façon, il y a sur un point où ça va, mais sur l'autre, ça ne va pas. Oui, tout à fait. C'est normal. Voilà, c'est ça, exactement. Ouais. Mais c'est vrai que, par contre, tout ce qui a trait à la trahison,
à le fait qu'on puisse me blesser, me parler mal, me manipuler, etc. C'est des choses où je fuis énormément en fait, directement, parce que pour moi c'est des situations qui sont inacceptables. Alors que le dépendant affectif, on va plutôt l'accepter et ça me faisait sourire quand tu disais j'en parle en fait à ma famille, comme ça c'est acté, je reviens plus. Le dépendant affectif, il peut en parler à sa famille, mais c'est pas acté en fait. On va non, il va continuer. Et les gens, ils ma vont mère, elle en peut plus. Il faut savoir, c'est toi là. C'est la 5e fois que tu romps avec lui et que tu reviens, tu vois. En fait, je me sens coupable en fait. Je me sens coupable quand j'en parle. En gros, par exemple, ma meilleure amie ou quoi, j'explique la situation, elle me donne son point de vue, on est d'accord sur une chose, et puis 3 jours après, ouais, du coup, voilà, ça s'est arrangé, ok. Elle est super mignonne parce qu'elle me juge pas, mais des fois, je me dis, mais j'ai pas envie de lui dire encore que c'est reparti en steak parce que je me sens bête en fait. Je me dis, mais attends, j'ai prouvé par A plus B que telle chose était inacceptable, donc je reste sur ça, c'est inacceptable, et 3 jours après, alors oui, du coup, enfin, j'ai l'impression de me décrédibiliser toute seule, quoi. Et je culpabilise un petit peu. C'est pas si simple que ça. Hein. Enfin, ouais, franchement, ouais, c'est compliqué. Je trouve que c'est bien parfois de pas être trop dur avec soi-même, en fait, de dire soit on est fou, on est folle, qu'on n'a pas bien fait ci, qu'on n'a pas bien fait ça. En fait, on fait aussi avec ce qu'on a. Et puis c'est normal. Enfin, les relations, en fait, elles sont compliquées. Hein. Oui, c'est sûr, il y a le facteur humain qui est en jeu. Donc tu as le droit de t'exprimer à ce moment-là, de dire que tu avais besoin de ça ou qu'il s'est passé ci, il s'est passé ça. Et puis après, tu as aussi le droit de vouloir revenir en arrière, de faire les choses comme tu veux. Enfin, moi, souvent, mes copines... Enfin, vraiment, elles peuvent s'exprimer. Je vais jamais être la copine qui dit « Non, mais pourquoi je reviens sur ton ex? C'est pas bien. » Oui, elle va pas me dire ça, c'est sûr. Tu vois, des choses comme ça. Enfin, il faut pas... Enfin, moi, je pense personnellement que c'est pas quelque chose à faire. Non, clairement pas. Ça crée pas une sécurité. Enfin... Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Non, et puis c'est vrai que tu es déjà dans un mal-être, donc entendre des personnes te dire ah, t'es revenu, oh, je t'en ai déjà parlé, oh, ça se passe pas comme ça dans le jugement, ça n'aide pas en fait. Le jugement, de manière générale, peu importe la problématique, je pense, ça n'a jamais aidé. Parfois, une personne, elle vient te raconter quelque chose qu'elle a vécu, elle a juste besoin que tu l'écoutes, que tu dises que tu es là, et voilà quoi, on n'a pas besoin de solutions parfois. Oui, tout à fait. Totalement. Bah, écoutez les filles, je pense qu'on va passer à la deuxième partie de l'émission parce qu'il y a aussi beaucoup à faire de ce côté-là. Donc déjà, je tenais vraiment à vous remercier parce que je vous ai partagé donc, un sondage sur Instagram plus des petites demandes pour que vous puissiez nous expliquer vos problématiques et qu'on puisse y répondre. Et vous avez été plus de 750 à répondre. C'est vraiment un truc de fou. Donc, je tenais vraiment à vous remercier. Et si jamais là, dans la vidéo, on n'a pas le temps de tout aborder, là, j'ai commencé les podcasts en mode solo aussi. Donc, merci. Donc, je viendrai compléter avec une deuxième partie. Donc, déjà, on va ressortir les petits sondages. Donc, c'est bien parce que vraiment, là, on a un gros panel de personnes pour avoir une idée. Alors, déjà, la première question que je vous ai posée, c'est est-ce que vous considérez être dépendant affectif? Donc, on a eu 30% de oui, ce qui est quand même pas mal, je trouve. 39% de pas totalement. D'accord. Et 30% de non. Donc voilà, on a quand même un peu de tout quoi. Il y a un peu de tout, mais on a quand même 60% de personnes qui sont soit complètement dedans, soit pas totalement. À moitié. Ouais, voilà, c'est ça. Okay. Ça peut être des gens potentiellement avant qui étaient très dépendants et maintenant qui s'en sortent à peu près sortis. Exactement. Ou alors ça dépend des situations, comme tu l'as dit, ça peut être au travail, mais pas en couple. Tout à fait. Ou avec les amis, la famille, ça dépend, oui, en effet. Parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais au travail, c'est la même chose. Si par exemple, tu ne te sens plus bien à ton travail, mais que par exemple, tu adores ton manager ou l'équipe avec laquelle tu travailles, bah, tu vas dire, je me sens bien dans cette équipe, on m'apprécie à ma juste valeur, pourquoi je vais changer de travail? Et ça, c'est déjà de la dépendance en fait, parce que ton bien-être, tu sais que c'est quitter cette équipe, avoir mieux, mais tu vas rester parce qu'en fait, il y a cet attachement émotionnel que tu n'arrives pas à lâcher. Et pareil avec la famille, si tu veux prendre des décisions et au final, tu demandes toujours l'avis de ta famille, c'est la même chose, tu restes dedans. On en parle plus en couple, mais ça peut concerner vraiment tous les domaines. Les amis, tout totalement, exactement. Exactement, je leur ai demandé aussi, donc je vous ai demandé si vous avez peur de passer du temps seul, et j'ai quand même eu 80% de non. Waouh. Ok.
Ah, Donc, de non, ouais. ok. Donc non, ils arrivent à passer du temps seuls. Ok. Et j'ai l'impression que les réseaux sociaux ont tellement partagé ce message. Aimez-vous, faites des Oui, petits surtout dates ces en derniers famille. temps. Ouais, voilà, ils mangent ouais. au restaurant La tout seul. self-care, ça, ouais. J'ai l'impression fou, que ouais. ça, bon, des fois c'est un petit peu à outrance, c'est un petit peu abusé. Mais j'ai Mm. l'impression que ça a permis à beaucoup de personnes de se remettre un peu en question à ce niveau-là. Complètement. Et j'ai même limite l'impression que les gens deviennent de plus en plus individualistes aussi. Ah, du ça, coup. clairement. Oui. Où Ouais. chacun est un peu dans le pour soi parce que justement, Ok. chacun a tellement appris à s'aimer et à passer du temps seul que limite ça complique maintenant de plus en plus l'interaction avec les autres. Ou Et je peut-être me que demande c'est une si- Ça, c'est une façade. petite analyse personnelle. Mais Oui, peut-être que c'est une façade aussi, tu vois, parce que comme tu dis, vu que c'est un peu, entre guillemets, le mouvement, Ah, que nous, c'est les vrai. Ouais, la introvertis, trend, on un peu. connaît bien, hein. En soi, ça n'a jamais été un mouvement pour moi, hein. Sortir, aller en Oui. voyage seul, je le fais, quoi. Mm. Mais c'est vrai que comme on en parle beaucoup, et qu'on relie ça aussi beaucoup à la confiance en soi, à l'estime de soi, alors que c'est pas forcément le cas. Tu peux sortir, moi je sors seule, j'adore ça, parce que je suis introvertie et puis mes batteries sociales se déchargent assez vite quand même, mais tu peux le faire un peu aussi par contrainte. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? De te dire, bon, bah, Ok. en fait, aujourd'hui, c'est le move, je vais sortir et je vais montrer que moi aussi, j'en suis capable, alors que Ouais. ça te terrifie. Ouais, au fond, non. Ouais, c'est juste pour suivre un peu une trend. Trend, ouais. exactement. C'est vrai. Donc, ça dépend aussi, tu vois. Je pense qu'il y a la solitude qui est imposée, qu'on vit mal, qu'on vit, par exemple, parce qu'on choisi a ou vécu subi. du harcèlement et qu'on se retrouve un peu seul, qui est subi. Mais aussi, il y a la solitude, voilà, quoi, qu'on Imposé, choisit. ouais, oui, je Tout vois. à fait. C'est vrai. Et je me demande s'il n'y a pas justement un peu des séquelles du confinement, en fait, aussi, qui Aussi. jouent dans ça, en fait, le Certainement, passer du temps ouais. seul. En gros, couper un peu de toute interaction sociale, Oui, du oui, parc, c'est du vrai, je pense que ça a restaurant, joué de la aussi, boîte ouais. du coin. Est-ce que C'est ça n'a pas vrai, joué un ouais. petit peu aussi C'est vrai. Ça a dû avoir un impact. Mm. Clairement, déjà sur la santé mentale, c'était pas top Ouais. pour Oui. certaines personnes, donc en soi, ouais, ça peut jouer. Mais c'est bien à passer du temps seul. Hein. Franchement, ouais, ça fait du Oui, bien c'est pour se vrai. retrouver, comprendre un Ouais. peu ce qui se passe dans notre tête et puis Totalement. avancer. Parce que après, on est là, on a un gros bagage émotionnel. Je sais Tout que à moi, fait. justement, quand j'avais mes problèmes d'allaitement, j'arrivais chez les professionnels de santé comme ça. J'ai cherché tous mes problèmes. L'idée, en fait, Voilà, et tu te même chez la sentais mieux psy, après. j'allais chez la psy, on devait faire un travail sur quelque chose. C'est passé ça, c'est passé ça. Du coup, je paye, j'ai pas fait mon travail. Bon, bah ok, d'accord. Mais voilà, c'est vrai que ça fait du bien de prendre du temps pour soi, pour comprendre ce qui se passe dans notre corps et pas le faire payer aux autres. Bon, je dis Tout ça à alors que fait. c'est ce que je fais, mais je pense que c'est important. Ah oui, moi ça m'a aidé clairement. Parce qu'à force d'être tout le temps dans des schémas un peu répétitifs, de être dans de nouvelles relations constamment, parce qu'en vrai, là ça fait 2 ans, un peu plus de 2 ans maintenant que je suis célibataire, mais ça m'était jamais arrivé. Avant, Intime. j'étais en 2 mois, juste 2 mois, 1 mois et demi célibataire. J'arrivais toujours à avoir quelqu'un. Et sinon, parce que ma première relation, j'avais quand même 14 ans, donc ça faisait très longtemps que j'avais pas été seule. Et c'est vrai que ça, plus le haut de, justement, on met en place sur la santé mentale, c'est quoi, comment s'aimer, comment avoir confiance en soi sur les réseaux sociaux. Avec le confinement, ce gros bingo là des deux, c'est clair que ça m'a beaucoup aidé. Petit à petit, j'ai commencé à mettre des rituels de aller au restaurant toute seule, de juste être chez moi comme ça, regarder, parfois je me faisais des propres cocktails, je sortais plus samedi soir, mais je me pimpais mais à fond quoi, mais juste toute Mais seule. pour toi, t'es Me là, faire tu kiffes. de ouf, des bons repas, etc. Et c'est vrai que ça m'a donné de l'amour à moi-même et ça m'a appris à m'aimer davantage moi-même et du coup, bah forcément, je vais pas apprécier qu'on ne m'aime pas à ma juste valeur alors que moi je me mets là et Tout à voilà. fait. Et Franchement, c'est c'est surtout top, tu ouais. vas plus attendre que l'autre il te complète autant parce que C'est tu ça. sais comment toi tu peux te compléter aussi. Exactement. C'est très important ça aussi, je pense, de connaître nos faiblesses, de connaître nos avantages aussi et puis de composer avec quoi. Pouvoir guérir. Bah, c'est sortir clairement ce de que ça. je vis là en fait. Me retrouver en tant que moi comme je me connaissais avant d'être Exactement. maman. C'est Ça, ça. en fait, oui. voilà, j'ai ce retrouver. besoin de me retrouver. Et je me souviens que justement, quand j'ai appris que on attendait une petite fille, c'était un choc pour moi. J'étais heureuse, hein. Mais ça a été un choc parce que je me suis dit, waouh, alors attends, je suis une femme, je vais devoir, si tout va bien, si je veux, élever une fille. Ok. C'était compliqué. Voilà, en fait, non, c'est déjà, bon, j'ai une relation assez conflictuelle avec ma mère, ça s'est beaucoup arrangé avec justement le fait que je sois en couple parce qu'il m'a aidé à avoir un regard complètement différent sur mon rapport avec ma mère. Et en fait, maintenant que je suis devenue maman, on est encore plus proches. C'est merveilleux. ça Ça rapproche. franchement, Ouais. merci maman, ça a été un pilier pour moi. J'ai envie de pleurer. Oh. Heureusement qu'elle a été là. Et en gros,
En fait, ça met la pression parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, en étant femme, Oui. on est face à des défis. Tout à Les fait. hommes aussi, ils ont leurs défis, mais en tant que femme, on a des défis. Et en fait, voilà, je sais que ma mère, elle a eu beaucoup de mal, elle, avec sa maternité, parce que je sais que dans sa vie, ça n'allait pas, mais elle a toujours fait ce qu'il fallait. Et en fait, moi, je me retrouve un peu dans cette position où je me dis, mais moi, psychologiquement, c'est un peu dur, mais au-delà du fait d'être peut-être un modèle de mère pour ma fille, il faut que je sois un modèle de femme, en fait. Parce que c'est vrai que ma mère, j'ai beaucoup rejeté, mais avec le recul, je me dis, mais waouh, maman! T'as géré, voilà ça, t'as géré, t'allais tellement pas bien, t'as eu une vie tellement difficile, maman, et t'as géré comme ça pour moi et ma soeur, du coup, c'est une petite soeur. Waouh! Je me dis, est-ce que je serais capable de faire la même chose, en fait? Même si j'ai mes défis, est-ce que j'arriverais aussi, en tant que femme, à servir de modèle à ma fille? Donc j'ai ressenti une pression énorme. Et je me souviens avoir pris mon téléphone et avoir noté quelles sont mes qualités, en fait. Oui, j'avais tellement peur de me perdre. J'étais consciente, je me suis dit, oh là, je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui se perdent dans la maternité, qui s'oublient totalement. J'ai pas envie. Bon, ça arrivait, mais justement, avoir ces notes-là à disposition, je me suis souvenue, je fais, mais c'est moi, Pauline, c'est ça, c'est pas ça, non, ça, c'est bien. Et en fait, en lisant et en reprenant soin de moi, là, comme là, je me trouve assez mignonne, ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir, je me dis, je me retrouve, en fait. C'est moi, et en fait, justement, me retrouver, c'est sortir un petit peu de tous ces schémas-là que j'ai pu créer, en fait, en étant plus moi, finalement. Et ça m'aide beaucoup. Et je sais que, justement, mon gars, il m'a revue comme ça, moi j'étais émue. Genre avec mes boucles d'oreilles, mon petit maquillage, mon afro one flick et tout. On s'est vus, enfin il m'a vue et en fait j'avais l'impression de voir quelqu'un qui était mort en fait. Ça m'a fait une sensation très bizarre. Je me suis revue, bon ça allait rigoler, mais je me suis prise dans mes bras. Je me suis dit, mais t'es revenue en fait, t'es là. C'est bon, je suis encore là, enfin j'existe encore. Et même lui, il a été très ému de me revoir en fait. Après, il avait le contre-coup de cette personne que je revois, dont je suis tombée amoureuse, est-ce qu'elle va me faire du mal finalement? Donc il y a eu un moment un petit peu émotion quoi. Donc voilà, prenez du temps pour vous, c'est important. Oui, c'est pas ça à dire, mais totalement. Voilà. Et ce qui est super important aussi, c'est de ne pas penser qu'une seule personne va combler tout. Exactement. Enfin voilà, que ce soit ton partenaire, que ce soit juste ta meilleure amie ou peu importe, ou ta mère, c'est important de aussi varier en fait, se dire que voilà, il y a peut-être telle personne qui va t'aider, je sais pas si tu as un petit mood triste qui va savoir te réconforter, mais l'autre, il va pouvoir savoir t'écouter, etc., vouloir bien dispatcher, etc., tout ça, je trouve que c'est important. Moi, je suis totalement d'accord avec toi, parce que tu vois, comme toi, de base, du coup, avec le passé que j'ai eu, je me ferme en fait aux gens, j'ai pas envie qu'on me fasse du mal, donc ça explique pourquoi j'ai très peu d'amis et que c'est choisi, voilà, je mets une barrière, et du coup, en fait, j'ai du mal, même si vous me voyez comme ça, j'ai un peu du mal à faire rentrer les gens dans ma vie, à me confier à eux. Et en fait, en devenant maman, j'ai ressenti ce besoin. Des fois, du coup, mon conjoint était au travail, etc. Je me suis un petit peu ouverte, bon, c'était sur les réseaux sociaux, à des gens, du coup, je leur ai un peu raconté ma vie, etc. Et on a tissé des liens. Bon, je dirais pas forcément qu'on est meilleurs amis du monde, mais il y a une certaine proximité qui s'est créée. C'est quelque chose que je m'interdisais un petit peu avant, par peur aussi, et par choix. Et du coup, là, je l'ai fait, ça m'a fait du bien. Après, il y a toujours le contre-coup de méfiance, j'ai peur qu'on me la mette à l'envers et tout ça. Mais voilà, je suis contente d'avoir outrepassé ça, cette peur aussi et cette affirmation de je ne veux pas qu'on me blesse. C'est un peu un mélange des deux, c'est assez ambivalent. Mais je l'ai fait, ça m'a fait du bien. Oui, voilà. moi c'est important. Voilà. C'est important. Je vous ai aussi demandé quelles sont justement les blessures de l'âme par lesquelles vous vous sentez concerné, ou si vous ne vous sentez pas concerné aussi, vous pouviez le dire. Donc déjà, il n'y a que 4% de personnes qui ne se sentent pas du tout concernées par les 5 blessures. On a 38% de peur de l'abandon. Donc c'est le chiffre le plus important. On a 20% de peur de la trahison. Donc finalement, souvent, c'est les deux qui reviennent le plus. Et aussi la peur du rejet avec 16%. Ah oui, quand même. Ouais. Et ensuite, 12% de peur de l'humiliation et 6% de peur de l'injustice. Ok, donc vraiment l'abandon, c'est vraiment le truc... Vraiment le truc le plus important. Aussi, je voulais vous poser un mini débat avant de répondre aux problématiques. Donc ça vient d'une abonnée et je souhaitais qu'on en discute, qui nous dit « Je pense que toute personne amoureuse crée une forme de dépendance affective. Il faut être fort pour battre cela. Ce n'est pas une fin en soi. » Donc finalement, est-ce que dans tous les cas, le comportement amoureux ne crée pas au début un petit sentiment de dépendance? Parce que moi, par exemple, là où je me reconnais à travers ce que vous dites, c'est que moi aussi, quand je commence à rencontrer une personne, je me projette énormément. Directement, je me dis « Ah, mais c'est sûr, c'est lui. Moi, la robe de mariée, la Oui, je vais chercher son famille, ça, Soraya, ça. Ouais, ça le fait, ça non, ça c'est pas mal, tu vois. Ça sonne bien. Donc même moi, en ne considérant pour le coup pas du tout être dépendante affective, j'ai quand même cette première petite phase de honeymoon
où je vois la personne en 4D, où je suis vraiment en mode ah mais c'est trop, c'est lui, c'est ah mais il est trop incroyable, ah, mais il est comme ci, il est comme ça. Enfin voilà, je pense qu'au début c'est normal d'avoir ce petit sentiment je pense hormonal, d'excitation, ouais, voilà, quand tu commences à rencontrer quelqu'un. Et je pense que c'est surtout qu'on devient dépendant des habitudes qu'on entretient avec cette personne aussi, tu vois, parce que ça fait un moment que tu es avec la personne, tu es habitué à, par exemple, recevoir ton message du soir, tu es habitué à faire des choses, ton week-end. Donc oui, en effet, c'est ça. Tu regardes de ouf. Oh oui, donc tu t'habitues, c'est ça. Mais c'est ça en vrai. Donc tu t'habitues à ça et puis oui, il y a cette idéalisation. Je suis un peu comme toi, Leslie, je suis très idéaliste. J'idéalise beaucoup les personnes, même si là, du coup, je fais très attention à ça parce que ce que tu vois, c'est pas forcément la réalité. C'est dur de faire attention à tout. Mais la dépendance affective, pour moi, c'est vraiment un mal-être qui est continu. Ce que je veux dire, c'est que dans la relation, peu importe ce que la personne elle va faire, te rassurer ou autre, tu vas toujours sentir qu'il y a un vide, qu'il manque quelque chose. Et je l'ai beaucoup vécu dans ma dernière relation avec mon ex avec qui je suis restée 3 ans et demi. J'étais dépendante affective, lui aussi il était dépendant affectif. Et il y avait toujours ce truc-là où on avait besoin d'être réassuré complètement. Et ce truc de on se sépare, on se remet ensemble. On se sépare, on se remet ensemble. Si c'est moi qui disais c'est fini, je revenais. Si c'était lui, il revenait. Et jusqu'au bout, c'est lui qui a réussi à sortir de la dépendance affective avant moi. Il m'a dit, voilà, là, ça va plus et puis c'est terminé, quoi. Mais de moi-même, je pense que j'aurais pu rester et c'est à partir de ce moment-là que j'ai travaillé dessus. Mais c'est vraiment quelque chose qui reste dans le couple. C'est pas une petite dépendance où tu te dis, oh, je l'aime, c'est l'homme de ma vie. Et puis voilà, c'est des comportements, des émotions, si tu veux, qui restent tout au long et qui, en fait, te pourrissent la vie parce que ça peut passer par fouiller dans le téléphone du partenaire, comme on disait, ne jamais être assuré par rapport aux formes d'amour qu'on reçoit. Donc, c'est pas vraiment la même chose pour moi. Oui, il y a une petite subtilité. Il y a une petite subtilité quand même, ouais. C'est vrai qu'au début, je pense que c'est un peu le moteur, en fait, de l'exclusivité, en tout cas, je pense, la relation qui se crée. Je pense que c'est le moteur et qu'après, bon, comme tu as dit, tu vois une phase vraiment de lune de miel où, en gros, tu vois qu'à travers cette personne, tu nextes limite tous tes potes pour voir que cette personne. Ouais, ils s'adapteront, c'est pas grave, je leur expliquerai, je leur sortirai un mytho, une disquette. Enfin bref, c'est pas forcément ce que j'ai fait, mais on sait. Tu t'y connais bien, quoi. Non, mais j'ai entendu parler. Mais après, ouais, je pense qu'il y a un moment où du coup ça se calme, comme tu as dit, il y a une routine qui se crée, peut-être on s'installe ensemble, etc. Et puis ça devient ça aussi, tu arrives aussi potentiellement à peut-être dire bah tiens, là j'ai du temps aussi pour mes copains, mes copines. Exactement. Voilà, des projets, des sorties solo, etc. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ouais. Ok, et bah c'est parti pour vos problématiques. Donc, problème numéro 1, donc mon problème est que j'ai l'impression que je trouverai jamais quelqu'un comme lui, que personne d'autre m'aimera ou me comprendra comme lui, au point de supporter plus de 5 tromperies l'une après l'autre, parce que je m'accroche à notre futur, on parle enfant, etc. Et encore une fois, j'ai l'impression que j'aurais pas ça avec quelqu'un d'autre. Quand on se quittait, il me quittait pour s'amuser ailleurs. Je parlais à personne, je me sentais vide sans lui. J'arrivais pas à combler les vides qu'il laissait. J'ai que 23 ans. Oui, je me rends compte que je suis jeune, mais dans notre culture, les enfants, c'est maintenant. Donc, j'ai peur de pas trouver quelqu'un qui comprendra ma culture. Comment on répond à ça? Ça me rappelle des souvenirs. Ça me rappelle ma précédente relation. En gros, en fait, ma première relation, ça a duré 3 ans. Bon, je suis désolée pour lui, même si ça va mieux aujourd'hui. C'était un peu comme une démo pour moi, en fait. Dans le sens où... non, mais c'est super méchant. C'est super méchant dit comme ça. Je suis désolée, c'est super méchant dit comme ça, mais je vais m'expliquer. En gros, on avait quoi? On avait 14 ans, je crois, quelque chose comme ça. Et j'avais jamais été en couple, lui non plus. Donc en fait, j'étais amoureuse. Je dis pas le contraire. Je sais pas en mode je crache dans la soupe, pas du tout. Mais en fait... on savait pas que c'était une vie de couple d'adulte. En fait, c'était un couple d'adolescents. Pendant 3 ans, on est restés ensemble. Voilà, de 14 ans ou 15 ans, je suis nulle en maths, jusqu'à 18 ans à peu près. Donc en fait, c'était, j'allais chez lui, on jouait aux jeux vidéo, on sortait très peu, on était toujours un peu dans notre cocon, bisous bisous, voilà quoi. C'est pour ça que je dis démo en fait. On n'avait pas de, on se projette vraiment. On était trop jeunes pour ça en fait. C'est pour ça que je parle de démo. C'est pas méchant. Après, c'est vraiment ma deuxième relation où c'était un peu mon premier amour dans le sens où là, il y avait, oui, je me projette avec toi, j'étais un petit peu plus grande. Donc, on est exposé aux problèmes d'adultes, etc. Du coup, je te soutiens dans ça. Parce que mon précédent, le premier, oui, bien sûr, je le soutenais, mais c'était quoi? Parce qu'il était en train de faire une partie en ligne contre des potes, voilà quoi. Ouais, vas-y, je vais y aller. Enfin, voilà. Ça, je dis des mots. Alors que là, le deuxième, c'est j'ai des problèmes financiers. Ah, ok, si je peux t'aider, je suis là, etc. Donc, c'est ça que pour moi, c'était un peu mon premier amour. Et en fait, clairement, moi aussi, j'étais tellement attachée à notre histoire, en fait, à comment ça s'est passé, notre coup de foudre, vraiment.
En fait, je me raccrochais à ça, malgré qu'il y ait eu, bien qu'il y ait eu la rupture où j'étais têche comme une chaussette. On s'est remis ensemble et tout. Et en fait, moi, ça a créé l'effet inverse. Ça veut dire que lui, il était vraiment super accroché à moi. Et moi, en fait, comment expliquer j'ai perdu les termes là. Tu t'es Je me suis détachée, détachée, voilà, c'est ça. Je me suis détachée. J'étais persuadée de l'aimer encore. Mais en fait, je pense que j'aimais ce qu'il m'apportait. Tout à fait, Voilà, c'est ça. Voilà, c'était la C'est routine, ça, c'était c'est ça. le petit message le matin, le petit t'es jolie ma bébé, Ouais. tout ça, ma doudou t'es jolie, tout. Mais en fait, je sais qu'au fond de moi, ça a créé une cassure. Et en fait, je me voilais la face sur ça. Et c'est en rencontrant du coup mon copain actuel, on a beaucoup discuté. Bon, forcément, lui, il avait envie de me détourner. Mais toujours est-il que moi, j'ai pas vu ça venir. Et en fait, je me confiais à lui. Et comme je sais qu'il a beaucoup d'expérience de vie au niveau des relations sociales, etc., il me donnait son point de vue. Du coup, que je prenais vraiment comme quelque chose d'objectif, pas en mode il veut me détourner. Parce que ça, je l'ai vu après, j'ai compris après, il a été clair après. Mais en gros, je me suis dit, mais c'est vrai, j'ai eu cette attitude. C'est vrai que du coup, franchement, il faut que je prenne du recul et que je me rende Tout compte à que fait. ouais, c'est fini. Que en ça fait. ne te convient pas. Voilà, ça me convient pas. Et Je vois bien que nos chemins, ils vont faire ça. Enfin, moi, je me voyais maman assez tôt, lui assez tard. Enfin, il se voyait pas habiter avec moi tout de suite. Il s'était mis sur les épaules qu'il fallait qu'il sauve un peu sa famille, etc. Ce qui est très louable et ce que je comprends au vu de sa situation personnelle. Mais moi, c'est pas ce que je voulais. Tout à fait. Voilà. Et en Ça fait, ne correspondait pas à c'est tes ça. besoins et tes attentes. Et c'est un C'est peu, ça. c'est le cas de l'abonné du coup de Leslie. Voilà, Il c'est faut ça. pas, il faut pas que C'est tu dur tolères sur le des moment. choses qui ne te conviennent pas. C'est très dur, mais une personne, je pense, qui te trompe 5 fois, c'est qu'elle te respecte pas. Même si je pense qu'il y a des vérités qui sont dures à accepter, mais cette personne-là, elle te respecte pas. Et est-ce que toi, tu te vois avoir des enfants avec cette personne Ça sera encore qui pire. déjà te trahit à ce point, quoi. C'est ça. C'est ce qu'il faut que tu te demandes et que tu transmettes ça, parce que je peux comprendre qu'il y a ce sentiment où on se dit, bah, je veux construire ma famille, c'est comme ça chez moi. Mais en fait, oui, c'est comme ça chez toi, tu veux construire Mais à ta quel famille, prix, mais finalement à quel prix et qu'est-ce que toi tu veux en fait? Comment tu te sens? Parce que j'imagine qu'il te trompe, tu l'apprends, donc tu es dans des états pas possibles. Est-ce que tu vas tolérer ça toute plusieurs ta vie. années, toute ta vie? C'est ça, t'as que 23 ans, t'imagines, tu t'es censé rester avec lui jusqu'à tes 40, 45 ans, 50 ans, avec c'est quelqu'un vrai. qui t'a déjà fait autant souffrir alors que t'as que 23 ans. Et franchement, je sais que on met une pression par rapport aux enfants, etc. Oui, Genre, c'est clairement. réel. Mais ouais, des enfants, tu peux en faire jusqu'à 40 ans pour certaines Tout à fait. personnes. Donc, t'as 23 ans, c'est rien du tout. Enfin, franchement, même avoir son enfant à 30 ans, c'est pas la fin du monde. Non, Et pas au du final, tout. c'est ta vie. Tu peux pas vivre pour les autres toute ta vie. Et Exactement. Et Après, c'est ouais, important, être malheureuse, quoi. Ouais, c'est sûr, ça, en franchement. fait. C'est dommage, la vie, elle est Oui. belle. Franchement, clairement. et franchement, je suis sûre que tu trouveras quelqu'un qui Exactement. Et voilà, il faut toujours se dire, je vous jure, en fait, on a du mal quand on est dans une relation à se dire il y a mieux ailleurs, mais je vous jure qu'il y a mieux ailleurs. Il y a tellement mieux, genre vraiment des personnes avec qui tu peux bien entendre, dans ta culture, t'es pas toute seule dans ton pays. C'est mais- ça. Vous n'êtes pas trois, quoi. Ouais, Lui, voilà, toi, et Ah oui, ouais. C'est ça, tu trouveras, et c'est sûr que l'inconnu ça fait peur, et on sait jamais, exactement. on sait ce qu'on perd, mais on sait pas ce qu'on trouve. Mais je vous jure, trouvez, cherchez, et vous allez voir que vous allez avoir ce que vous méritez, vraiment. Mais en tout cas, dis-toi que cette personne-là, c'est pas possible que ce soit ta personne. Non. Ouais, non, Là, franchement. la barre, elle est... Il doit se dire, elle est vas-y, trop- elle est trop clairement, basse. Elle est vraiment basse. Tu peux trouver largement, mais Oui, largement. clairement. Ouais. Mieux. Déjà qu'ils ne Sans trouvent pas souci, déjà. hein. Oui, Puis au et secours, après, poser tes limites surtout. Totalement, Poser c'est tes ça. limites, Ouais. parce que je pense qu'il t'a trompé 5 fois, c'est qu'il se dit dans tous les cas elle va rester, elle va partir. voilà Oui, quoi. il doit se Mais, dire c'est une ciao. vas-y, elle, voilà quoi. Ouais, Moi, franchement, ce qui m'aiderait, c'est penser, désolée, hein, mais c'est tout ce qui est maladie. Ah, moi, ça me ferait trop peur. Je me dirais, vas-y. Franchement, je suis Ah en oui, gros, les je suis à risques. fond. Ouais. Et après, je prends du recul, je me dis, mais attends. Imagine, ils se protègent pas, on fait quelque chose, on se protège pas parce que enfant, etc. Et après, tu Tout tombes à malade fait. ou quelque chose comme ça. Je pense que, enfin, c'est Ouais, personnel. oui, je pense que ça provoquerait vraiment un déclic. Je me dirais, attends, mais je risque ma santé quand même. Au-delà Ouais. du fait de, voilà, j'ai envie de m'attacher à cette personne. Est-ce que ça vaut vraiment le coup, en fait, que je souffre déjà psychologiquement, mais même d'un point de vue maladie, on sait jamais. Moi, j'ai peur des trucs comme ça. Franchement, ça fait peur. Donc, Puis, personnellement, c'est vrai que je parle beaucoup d'enfants, etc. Mais ça aussi, ça compte parce que souvent, toi, comment est-ce que tu te sens et les blessures et les choses que tu as vécues dans ta vie, quand tu as un enfant, si tu n'es pas totalement guéri ou si tu n'as pas fait un travail sur toi, tu peux transmettre à ton ah oui, enfant. ouais, Tout à clairement. fait. Et en fait, si ton enfant, peu importe fille ou garçon, mais il grandit dans un schéma familial comme ça, il voit son père qui trompe sa mère, qui ne les respecte pas,
etc. C'est lui des aussi, éponges, quand les il va enfants, ils commencer voient, ils à se comprennent. créer, Tout c'est à ça, fait. à se construire, il peut répéter en fait des choses, ça C'est peut ça. créer Malgré des lui, traumas, ça c'est peut créer vrai. des blessures. Là, on revient sur les blessures d'abandon, rejet, trahison, etc. Tout à Et fait. donc je pense que tu veux pas ça. Donc en Totalement. fait, Clairement, ouais. faut Après, partir, si en vous êtes fait. déjà dans une situation comme ça, ne pas culpabiliser, mais si tu peux l'éviter, franchement, c'est mieux. Non, C'est tout ça. à Ouais. fait. C'est en fait comprendre que c'est pas de ta faute, qu'il y a des choses qui font que tu tolères ça et Ouais. travailler dessus pour ton bien-être, quoi. Mais c'est vrai qu'on ne veut pas du tout avoir un discours culpabilisant. Non, Enfin, pas du c'est tout. pas du tout de votre faute si vous tombez sur des manipulateurs, Non. des pervers narcissiques, des gens qui se moquent de vous. Mais par contre, vous avez, pour moi, la possibilité, c'est surtout le devoir de travailler dessus pour que ça n'arrive pas. Parce qu'on dit souvent qu'on manifeste les choses qui nous font peur. Et c'est réel. Si tu ne travailles pas sur tes blessures, tu vas toujours manifester le même type de Non, personnes directement. qui vont te faire du mal. Donc, En fait, tu Ouais. vas aller plus facilement vers ces personnes-là et accepter aussi tout à fait. ça. C'est pas que tu cherches, parce que moi, souvent, on dit oui, forcément, Non, tu cherches. c'est pas que tu C'est pas cherches. du tout ça, c'est que. C'est inconscient un petit peu. Les personnes, elles vont Exactement, c'est sentir en inconscient. fait que tu as ça, que tu as ces insécurités. Et toi, comme tu sais et pas- du coup, comme tu sais pas, ils adorent ça. Quoi. Totalement. Donc, Tu acceptes, non, vous laissez ouais. pas manipuler. Oui, franchement, c'est important. Nouveau problème, lorsque je suis seule, tout va bien. Mais dès que je suis en lien, crush, flirt ou couple, je ressens énormément de violence dans mes émotions. J'ai l'impression que l'autre fait des choses exprès pour me blesser. J'interprète les silences ou le fait de ne pas répondre. Je sais d'où ça vient. Pas eu d'amour inconditionnel de la part de ma mère. Et je suis souvent en relation avec des hommes indisponibles, partiellement ou totalement. En général, ils m'apprécient beaucoup, mais il y a toujours une raison, comme une ex qui revient, un déménagement dans un autre pays, peur de s'engager, etc., qui fait que la personne me rejette. Dans le lien, j'ai plus de facilité à couper et être seule ou d'être en fusion que d'être dans une distance relative et changeante qui me met à mal. D'accord, donc en fait, elle se coupe de ses émotions. Enfin, elle est déçue et au final, elle va adopter une attitude qui est plutôt évitante, c'est ça? Oui, mais surtout, je pense que le gros problème, c'est que, en gros, quand elle est toute seule dans sa vie, bah, tout va bien. Mais dès qu'elle a un lien émotionnel avec quelqu'un, directement, bah, là, c'est compliqué pour elle. Donc, il y a des personnes qui se trouvent dans cette situation où, quand elles sont seules, ça va, tout va bien. Mais dès qu'il y a un petit lien qui se crée avec quelqu'un, bah, directement, là, elle voit la personne comme waouh, faut que je m'accroche. Je pense qu'il y a une mince, ouais, ambivalence voilà, c'est ça, dans totalement. le ressenti, je pense. Ouais. Bah moi, c'était un peu ça dans le sens où je peux être seule, il n'y a pas de souci, j'ai pas de mal. Enfin, la première fois que j'étais en couple, j'avais 22 ans, donc la solitude, j'ai bien connu quand même. Mais en effet, quand je vais être en couple, je sais pas, je savais pas parce que j'ai travaillé dessus quand même, je savais pas gérer mes émotions et tout ce surplus en fait qui arrivait. Mais ça, c'est clairement la dépendance affective, c'est qu'en fait, bah, la personne qui est en face de toi, parce que je vois ça comme ça, le couple, la personne avec qui tu vas être, elle va avoir en fait, tout ton background familial, personnel, social, en fait, va revenir sur cette personne-là, en fait. Donc, tous les traumatismes que tu vas avoir vont ressortir par rapport à elle. Donc, si tu te sens mal, si tu te sens trop plein d'émotions, c'est qu'en fait, il y a des situations ou des choses que tu ressens que tu n'arrives pas à gérer et du coup, ça crée de l'anxiété. Mais la dépendance affective, à la base, c'est de l'anxiété. Hein. Oui, c'est ça. C'est une ça, en anxiété fait. que C'est t'as du mal à que tu gérer. as peur et puis tu te dis, il va y avoir toutes les pensées limitantes et les peurs. On va me rejeter, je vais peut-être finir seule. Et si ça ne fonctionne pas? Mais en fait, c'est plutôt peut-être arriver dans la relation et te dire que bon, ça va peut-être fonctionner, ça va peut-être pas fonctionner, mais en fait, il faut que toi, tu arrives à te réguler, en fait, réguler tes émotions pour pas te laisser bouffer et pour ne pas, voilà quoi, bouffer l'autre aussi, quoi. Mais c'est encore un travail personnel, je pense. Et ça peut être aussi de l'hypersensibilité. Tout à fait. En fait, quand tu es hypersensible, tu ressens en fait tes émotions en fait à fois 1000 exactement, fois 1000%. Et du coup, bah, tu as du mal aussi à les canaliser, à redescendre et à rationaliser les choses. Parfois, tu peux avoir aussi des dépendances affectives aussi qui sont hypersensibles. Donc, l'idée, c'est d'essayer de trouver l'équilibre, quoi. Oui, c'est ça, ce qui te fait du bien, en fait, et ce qui peut t'aider à calmer ton anxiété, surtout. Ouais, c'est ça. Enfin, il Ça peut être faut une traiter solution. le problème en lui-même, c'est l'anxiété, donc... Ouais. Totalement. Non, c'est vrai, vous avez raison. J'ai rien d'autre à ajouter. Problème numéro 4, j'ai manqué de l'amour de mes parents, ce qui me fait douter de l'amour des autres. Et c'est l'impression que ça revient énormément. Souvent, ça vient quand même d'un manque d'amour, soit du père, soit de la mère aussi, hein, parce que c'est souvent négligé, mais ça existe également.
Donc là, pour le coup, je me dis, franchement, je pense qu'il faut aller voir un professionnel pour ça, hein. Ah bah ouais. Parce que si tu le sais mais que tu n'arrives pas à travailler dessus, pour moi, c'est qu'avec l'aide d'un psy Ouais, que... qui peut te donner des clés, Ouais, quoi. voilà, c'est ça en fait. Et comprendre aussi en quoi, genre, ce manque d'amour, tu l'as transformé aujourd'hui en doute envers les autres, en fait. C'est ça, mais je pense tout à fait que c'est la meilleure chose à faire, d'aller consulter. Et puis de toi-même, tu peux déjà travailler dessus, comme je disais, par rapport à l'écriture, et noter tes émotions, ce que tu ressens quand, par exemple, tu sens que tu as vraiment beaucoup d'anxiété. Ça permet de mettre à plat les choses, mais en effet, pour moi, de sortir de la dépendance affective, en fait, tout ce qui est carcan familial, blessures transgénérationnelles, blessures de l'âme, les traumatismes, il faut être suivi par quelqu'un. C'est limite obligatoire. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, on a assez quand même de prévention au sujet de la santé mentale C'est vrai. pour s'en soucier et prendre les mesures pour, en fait. C'est vrai. Ouais, bah, justement, pour illustrer ce que tu dis, il y a quelqu'un aussi qui nous dit « J'ai été dépendante affective pendant très longtemps jusqu'à ce que je vois un psy qui m'aide. Et maintenant, vraiment, c'est très très rare que j'en ressente encore les symptômes. Mais il faut savoir que ça vient vraiment souvent de notre enfance. Faut bosser dessus car sinon on fait des choix terribles dans nos relations amoureuses, souvent et amicales également. Je suis sortie avec des hommes qui m'ont détruite par le passé, mais maintenant je suis très très, voire trop exigeante, tellement je fuis au moindre red flag. » Tout à fait. Exactement. Après, c'est le contre-coup aussi, mais après ça, je pense que c'est possible de le rééquilibrer aussi. D'avoir, je pense, comme tu disais, tu vois, de tout écrire, poser à plat, et en fait de se rendre compte, bon, j'avoue, là, peut-être que, bon, voilà, là, ok, là, je comprends. En fait, parce que des fois, dans la tête, ça va un peu dans tous les sens, on ressent plein de choses, alors que là, poser à plat vraiment et visualiser surtout par la suite, ça aide, je pense. Donc, je pense que rien n'est, comme tu disais au tout début, tu vois, rien n'est linéaire. On peut toujours rééquilibrer, etc. Donc, je pense que ça peut être, Et parfois, tu as juste besoin que ça sorte, en fait. Vraiment, c'est une émotion que tu as à l'intérieur, que je sais pas quoi en faire. Et du coup, il faut sortir, en fait, tout ça. Donc, ça peut être en effet par l'écriture, mais ça peut être aussi l'oral. Enfin, moi, une activité aussi, tu vois, qui te permet de t'exprimer, la danse. Exactement, le sport. L'art-thérapie avec le coloriage, tout ça, tu vois. Exactement. C'est pour juste vider les pensées intrusives qui viennent en tête et plus te reconnecter déjà au moment présent et à toi-même. C'est ça. Ouais. Mais aller voir quelqu'un quand même, c'est important. Oui, aller voir quelqu'un. Totalement. Et ne pas en avoir honte surtout. Non. Ah oui, non, pas de honte pas du tout. à avoir. Il y a trop eu cette phrase, ouais, va te faire soigner facile, super c'est dénigrant, ça. mais non, pas du tout. Mais c'est vrai qu'on stigmatise trop la santé mentale. Ouais, non, c'est important, franchement. Je pense aussi depuis le Covid et tout ça, les gens vraiment fermés chez eux qui sont en train de péter un câble. Franchement, non, c'est pas à négliger, parce qu'après, si c'est pour que notre vie soit régie par une santé mentale défaillante, on gâche sa vie, quoi, c'est dommage. C'est sûr qu'un suivi, ça a un coût, mais bon, qu'est-ce qui est le plus important finalement? Aller, je sais pas, je dis n'importe quoi, s'empiffrer à un restaurant, on paye une somme astronomique, ou aller voir le psy, c'est une question de choix en fait, je pense. Et c'est quelqu'un qui non seulement va t'écouter, certes, mais qui va aussi te donner des points de vue différents pour que tu aies le recul et aussi t'apporter des actions, des choses à mettre en place pour casser en fait ce cercle vicieux et t'aider en fait à t'en sortir. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est important. Moi, je pense que tout le monde devrait voir un psy une fois par an au moins, hein. Même quand tu vas bien, histoire de voir ça pas quelque chose. En fait, ce qui est bien, c'est que c'est un point de vue extérieur, en fait, qui a aucune part de subjectivité. Voilà, c'est pas un ami qui peut, malgré lui, prendre parti, en fait. Tout à fait. C'est quelqu'un d'extérieur, ça change rien à sa vie. Qui est neutre. Quelqu'un qui est neutre, exactement. Et du coup, d'accord, c'est vrai que c'est un coup, mais au moins, ça, comme tu disais, ça donne des clés. On part du principe qu'il y a plein de petites serrures, et puis tu as les clés. Après, tu ouvres et tu vois, ok, tel problème, et je vais le modeler comme ça, tel truc, tu ranges, hop, tu ranges la clé. Tout à fait. J'aime bien les images. Voilà. Là, on a quelqu'un justement qui est de l'autre côté, donc qui nous dit « Je pense être sortie avec un dépendant affectif, étant moi-même hyper indépendante. J'ai dû le quitter parce que ça me drainait énormément. Ça a pris du temps à cause du chantage émotionnel et d'autres choses, mais la relation a pris fin. Quand j'ai essayé de lui en parler, il s'est énervé, comme si je l'insultais. Pourtant, ça l'aiderait tellement de s'accepter comme tel et faire sa vie en connaissance de cause. Je pense qu'il a la blessure du rejet. » Donc c'est vrai que ça peut être aussi très compliqué du côté du conjoint d'être avec quelqu'un qui justement... Enfin moi je pense n'avoir jamais été dans cette situation-là, mais je pense que si ça l'avait été, ça m'aurait oppressé énormément. Franchement, oui. Après,
Là, tu as essayé de lui en parler. Si maintenant la personne en soi, elle s'oppose catégoriquement, bah, tu peux rien faire de plus. Tu as fait ta part de gentillesse, on va dire, envers cette personne avec qui tu as partagé un bout de ta vie. Si maintenant elle veut pas, peut-être qu'elle aura le déclic à un autre moment. C'est que le choix lui appartient au final. S'il veut s'en rendre compte ou pas, la décision est à lui, quoi. Mais c'est vrai qu'en général, les personnes dépendantes affectives, quand on est dans le truc, on ne se rend pas compte à quel point ça peut être énergivore pour la personne qui est en face de nous. Parce qu'en fait, c'est juste qu'on a une émotion d'un coup. Nous, le plus important, enfin, ce qui tourne dans notre tête, c'est qu'il faut que je fasse quelque chose de cette émotion. Et à côté de ça, on ne se dit pas, l'autre va se sentir étouffé, ou bien, parce qu'on se dit, si elle-même, elle va comprendre aussi. Donc c'est vrai que c'est pour ça que c'est important de mettre le point, enfin l'accent dessus, de se dire, voilà, là, je suis dépendante affective, je vais travailler dessus. Et il y a un autre truc aussi, c'est que les dépendants affectifs, je pense qu'on a tendance à attirer des personnes qui ont plutôt un attachement évitant. Donc ça va être la personne qui va pas te montrer forcément, te donner de signes d'affection, tout ça. Mais toi, ça va être vu comme un challenge. Tu vas te dire, c'est le challenge de l'amour. Vu que moi, je suis addict à l'amour, cette personne, elle va m'aimer. Tu vas m'aimer quoi qu'il arrive. Je vais te changer. Non, tu changes personne en fait. Et tu forces personne à t'aimer. Et puis si c'est trop pour une personne, écoute, elle va partir. Mais toi, il faut que tu travailles sur toi, quoi. Voilà. Totalement. Après, ça me fait penser que justement, avec mon conjoint, des fois, même si je sais que je suis dans une posture où mes émotions, des fois, prennent le dessus, je sais que des fois, quand tout s'est calmé, j'essaie d'aller vers lui demander un peu son feedback. En fait. Pas important. Que je fasse exprès, mais en gros, comment tu vis les choses. Et en fait, on va dire que son tort, c'est qu'en fait, il me dit ça va, alors qu'en fait, ça va pas du tout. En fait, il a cette tendance à toujours se dire j'ai les épaules. Le comportement évitant. J'ai les épaules, j'encaisse, mais je sais qu'au fond de lui, ça le saoule en fait. Et en fait, c'est ça aussi que je lui reproche, c'est parle-moi en fait, parle-moi. Parce qu'en fait, il me dit souvent que je lui reproche beaucoup de choses, mais en fait, je lui dis qu'en fait, en contrepartie, j'aurais besoin qu'il me fasse entre guillemets des reproches pour que moi, ça me permette de redescendre et de me dire ok, j'avoue. Lui, il a fait telle chose mal, mais moi aussi, j'ai pas patte blanche. Donc, il faudrait que je me calme un peu, en fait. J'ai besoin de cette communication réciproque. Et en fait, lui, comme tu disais, il a un tendance un peu à éviter, à prendre sur lui, peut-être décharger avec autrui. Mais moi, du coup, tu restes sans réponse, en fait. Voilà, c'est ça, je comprends pas. Donc, en fait, on dit beaucoup, il faut communiquer, mais il faut se comprendre surtout. Oui, c'est ça. Que là, ça va de pair. C'est ça, exactement. Dans ce genre de cas de figure, en fait, je parle, blablabla. Et en plus, j'ai tendance à radoter beaucoup. Donc, lui, forcément, ça se déconnecte là-haut. Donc, en fait, je vois que j'essaie de rester concentrée. Je vois que je le perds. Tu voulais dire un truc, mais j'ai oublié. Oh, vas-y, ça me saoule. Donc, en fait, voilà, il faudrait qu'il y ait une discussion claire, nette, précise pour que justement, il y ait une compréhension qui se fasse. Et voilà, c'est vrai que c'est énergivore pour moi. Ok, je comprends, il y a telle chose que tu fais qui me saoule. Ah, ok, d'accord, je comprends, je m'excuse sincèrement. Moi aussi, comment on peut faire tous les deux pour améliorer. Mais ça, en tant que dépendante affective, tu as besoin de ça. Tu as constamment besoin d'explications. Pour revenir à la raison un peu. Voilà, pour revenir à la raison un peu, exactement. Quoi. Ouais. Bon, même si on sait que la raison, parfois, elle reste pas longtemps. Oui, voilà, c'est ça. Mais c'est un travail de longue haleine, je pense, à faire. Et qu'on avec son partenaire, on va dire qu'il a la chance de supporter un peu les choses. C'est ça. Enfin, qui nous supporte. Mais c'est ça, c'est ce que tu dis, c'est la communication qui est importante. La patience. Toi, tu vas lui dire, écoute, je souffre de ma dépendance affective, il y a ça, j'ai peur de te perdre, etc. Mais lui aussi, il faut qu'il te dise, écoute, moi aussi, ça me pèse, c'est notre couple et que vous puissiez travailler ensemble. C'est vrai que comme tout ça aussi, ça aide beaucoup dans ces cas-là. Ouais, à envisager quand on débloquera le budget. L'amour. L'amour, c'est pas grand mystère. Mais c'est beau. Mais oui, c'est beau. C'est beau. Enfin, quand c'est sain, c'est beau. C'est ça. Quand c'est sain, c'est beau. Totalement. Écoutez les filles, je pense qu'on a fait à peu près le tour du sujet. Merci, franchement vous étiez super impliquées, vous y connaissiez de ouf et je trouve que ça a vraiment beaucoup apporté à la discussion. Donc je tenais à vous remercier pour ça. Merci à vous aussi d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère vraiment qu'il vous a plu. N'hésitez pas à réagir, partager votre expérience en commentaire, liker, vous abonner. Je vous ferai sûrement une partie 2 pour répondre aux autres problématiques en podcast, donc sur les plateformes Spotify, Deezer, Apple Podcast, etc. Et n'oubliez pas, si jamais vous recherchez un service de VPN à un prix vraiment super attractif, passez par CyberGhost VPN, c'est super simple d'utilisation. Vous avez les 45 jours satisfaits ou remboursés. Ça vous permet une navigation protégée, l'accès à plein de contenus, c'est seulement à 2 € par mois. Je vous mets tout en barre de description et dans le premier commentaire. Et du coup, on se dit à très vite pour un prochain épisode. Ciao! Salut! I love you, girl. Follow me, follow.
Come to me now, follow, follow. Sweet Belinda, follow, follow. Oh yeah, follow, 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 follow me, follow.